moi. Ah, ça va? Ça va? Ouais, cool. T'as vu ce qui se passe là? Tout le monde en parle. Hein. Ah non, de quoi tu me parles? Attends, tu rigoles quoi? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc! Mais oui, ce matin, je suis allée au pressing. Mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est faux, tu sais que j'ai eu le truc en ligne là, il est Non. à fond dessus. Ah oui, il en Arrête. a parlé aussi. Lui aussi, il en parle. Ah oui, lui aussi, il en parlait. Si lui, il en parle, ça veut dire que tout le monde en Ah parle. non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je le crois pas. Tout le monde en parle! Inévitable. Tout le monde en parle, non? Amis du samedi soir, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Vous connaissez le principe, tout le monde en parle, alors tout le monde en parle? Vous connaissez Michel Leb, le voici. Ça commence bien. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, ça c'est très très bien. Allons-y. Je vous demande de vous arrêter. Ah bon? Bien, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Très très bien. Donc Michel Leb, vous êtes sur scène du 10 octobre au 12 novembre au Casino de Paris, mise en scène d'Alain Sachs. Oui. Ensuite, à partir du 18 novembre jusqu'à fin avril 2001, en tournée. On va en parler. On va parler de vous, au-delà de votre caricature médiatique. On va essayer de savoir qui vous êtes vraiment. On y va. Mis à part Michel Leb, nous recevrons ce soir Julio Iglesias, Mareva Galanter, Francis Huster, Ababacar Diop et Patrick Besson. Ça c'est Paris. Voilà, donc vous connaissez bien. l'émission. Ah oui, il y a du monde là. Vous il ne va y m'avez pas avoir du confondu sport. avec Iglesias. Pardon? Vous ne m'avez pas confondu avec Iglesias. Faites-moi Iglesias pour voir si des fois il venait pas. Non, mais moi non plus, je n'ai pas changé. Toujours les mêmes sourires figés. Non, c'est bien. C'est bien. Bon, mais c'est bien, comme ça, s'il vient pas, vous êtes là. c'est Ok, déjà, j'assure hein. la mission, vous inquiétez On pas. est déjà, j'en ai deux pour le président. Alors, vous connaissez cette émission, Michel, c'est très simple. Chaque semaine, avant de commencer l'émission, on regarde le best-of de l'émission précédente. Ça s'appelle Tout le monde en a parlé, donc pour les gens qui ont raté, parce que ça arrive, les gens qui ont raté l'émission précédente. Magnéto, Serge. Vous avez arrêté de vous droguer, on peut le dire. Je crois que ça fait une semaine, là, maintenant, que vous n'avez rien pris, non? 24 heures. C'est bien. Parce que j'ai un... Ah oui, vous avez un patch anti-héroïne. Voilà, Le exactement. nouveau patch, oui, d'accord. Oui. C'est bien. Héros à gauche et coke à droite. Et la ouais. coke. Ouais, ouais. D'accord. Et le crack juste là derrière. Première tentative de suicide. Putain, alors ça, jamais je ferais ça. Pardon, Ah bon? je suis grossière, mais... Pourquoi? Bah, Vous n'avez jamais essayé de vous suicider, vous? ah non, jamais. C'est Tu marrant. sais que le Nutella, ça tue quand même. Ah, vous savez pas le faire, ça, hein? Non. Regarde là. Vous faites pas, vous. Mais moi j'ai très petits bras donc Vous savez j'arrive. que c'est très... Non, mais vous savez que vous savez que c'est très vexant pour moi, Mais ça. je vous en prie, mais j'ai très petits bras, je vais essayer, mais c'est très. Vous allez essayer. Oui. Un livre qui sort chez Michel Lafon qui s'appelle Tu préfères, trois petits points, à vie. Hein? Oui, c'est tu préfères Tu sentir- préfères, mais pour toute la vie. faire sentir venir le danger ou sentir des pieds. Voilà, oui, c'est ça, voilà. Votre père, lui, c'était vraiment l'image d'Épinal. Il labourait, votre père. Avec la vie privée encore, là, Avec c'est- des... Quoi? Revenons au sujet qui nous intéresse. C'est quand même un peu dur. Si vous voulez nous bâillonner, on ferait pas mieux quand même. Bien. Alors, pardon, Laurent? Non, il me dit c'est un con. Je fais non, écoute-le d'abord. Ce prion, espèce de maladie de la vache folle, là, maintenant, c'est plus seulement quand tu manges de la viande, c'est-à-dire que en baisant, tu peux choper un prion. Attention, s'il vous plaît. N'allez pas mentir à la France. Mais je Non, mens faut pas. quand même, dans ce cas précis, il faut faire l'amour à un steak tartare. Donc c'est encore. Le mot le plus con en amour, c'est merci, encore ou oui, oui. Ça dépend des jours, sans doute. Ah ouais. Bon. Tous les gens qui sont sur le plateau, le souvenir qu'ils gardent, c'est le souvenir des blessures, Ouais. des femmes qu'ils ont aimées, qu'ils ont quittées, C'est vrai, Isabelle? du bac raté. Je Ouais. suis persuadé qu'il y a eu des gens qui ont raté leur bac ici. Non, c'est ça qui fait de la peine. Attendez, excusez-moi, j'en ai... T'emmerdes, hein. Les équipes, Il gagnait 6 millions de dollars. Oui, enfin, oui. Mais ça fait quoi, 30 millions, ça, non? Oui, mais si tu vois les putes, la drogue, ça va vite. Hein. Ce qui est le plus sexy en vous? 6 millions de dollars. C'est toujours... Qu'est-ce que t'as dit, Lolo? 6 millions de dollars. Hein. Vous êtes bien comme mec.
Et voilà, c'est reparti. On t'avait pourtant donné un traitement contre ces Ce que vous préférez dans le sexe? Le goût, allez, vas-y, lâche-toi. Vas-y, il est tard. On me reproche de Je ne sourire vous ai quand il ne le jamais faut vu pas, sourire. Là, je vous vois sourire, ça me fait plaisir. Ah, moi aussi. Ah ben c'est réglé, c'est tout ce que je voulais, moi, finalement. Allez, générique fin. Voilà, c'était Tout le monde en a parlé, le best-of de la semaine dernière. Bon, Michel Leb, alors vous êtes imitateur, chanteur, humoriste, bref, showman, plus producteur, animateur de télévision, plus directeur artistique du festival de jazz de Nice, bref, doué. Polyvalent. Je préfère être polyvalent, oui. Vous êtes polyvalent. Alors, vous êtes un peu trop doué parce que finalement, en France, on chante toujours les louanges des grands showmen américains en disant ils sont formidables, Sammy Davis Jr., il sait tout faire, tout ça. Et en France, finalement, quand un mec sait tout faire, ça lui rapporte rien. Regardez Jean-Pierre Cassel, par exemple. C'est pas quelqu'un qui a fait une énorme carrière et pourtant il savait danser, il savait chanter, il savait jouer la comédie. Est-ce que c'est pas un handicap, ça, d'être trop doué, de savoir faire plein de choses? Au départ, c'était en tout cas, au début de ma carrière, c'était un handicap parce que les gens ne savaient pas très bien où me caser, c'est vrai. Ouais. Mais au fur et à mesure, moi, j'ai essayé d'en faire une arme, au contraire, et essayer justement de m'exprimer à travers différents modes d'expression, que sont le chant, l'humour, le comique, la grimace, le sketch, l'imitation. Et je me suis dit que, puisque j'avais la possibilité, la chance, je dirais simplement, de pouvoir le faire, je ne voyais pas pourquoi je m'en priverais. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ça devenait finalement une qualité. Un plus. Ouais. Voilà. Bon, on va faire un peu de promo, attention. Leb. Vas-y. Posez votre verre. Attention, les petites mains. Ah oui. Eh oui, c'est terrible. Hein. Ouais, je suis Il bon le fait joueur. bien, hein. Bien, alors d'abord, on va vendre la cassette du spectacle à l'Olympiade de la pas très fin. cher, hein. Elle est pas très C'est pas chère. cher du tout, en plus c'est drôle. Donc c'est le spectacle qui était à la fin de l'année 1999, début 2000. Hein. Oui. Il y a aussi un DVD pour les riches, ceux qui ont le DVD. Voilà. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans, puis après on parlera du nouveau spectacle qui va bientôt commencer. Magnéto, Serge. En Allemagne, un éternuement, c'est très différent. En Allemagne, les éternues font ça. Font Abdeschaume! Et hop, un mur. Plaf. Les Chinois, c'est pas pareil. Ah, les Chinois, c'est très différent. Ah ben oui, le Chinois, lui, il est précis, discret, efficace. Il est maître de son art. Le Chinois, quand il éternue, il fait « Chi » et c'est tout. Le Japonais, c'est pas pareil. Le Japonais, il est là. Et il conclut jamais. Heureusement qu'il y a le Chinois pour faire « Chi », sinon c'est fini. Hein. Alors ça fait « Voilà. Ce qu'on appelle la complémentarité asiatique. L'anglais, lui, il n'éternue qu'à 17h. Il est là avec sa tasse de thé, et alors au moment où il va éternuer, tout le monde se pousse poliment, et puis il arrive. Sorry. Bois son verre. Ah, l'italien, c'est très différent. Ah, l'italien, lui, il est volubile, il est généreux, il est extraordinaire. L'italien, il fait ah, mais mi piacerebbe un po' di spaghetti. Ma io insomma che non me la faccio una cosa. Poi il faccio policière, délicate. Il vous met une pizza qui vous décore pour l'année. Et l'espagnol. Ah, l'espagnol, il est magnifique. L'espagnol. Mira. Mierda, puta la vaca, che saloperia! Mierda. Musica! Michel Leb, la cassette de son spectacle à l'Olympia, donc voilà. Spectacle de la fin de l'année 1999 et début 2000, vous avez passé le réveillon là-bas. Alors votre nouveau spectacle, donc ça commence le 10 octobre jusqu'au 12 novembre au Casino de Paris, mise en scène d'Alain Sachs, donc. Et puis ensuite, après, vous partez en tournée le 18 novembre jusqu'à fin avril 2001. Alors, bon, vous allez en France, évidemment, en Suisse, en Belgique, jusque-là, je comprends, au Maroc, au Canada. Et aux USA, comment vous faites aux USA? Aux USA, il y a une partie du spectacle qui est traduite en anglais. Ouais.
Et c'est vous qui parlez anglais? Moi, je parle anglais en partie, et tout le reste est très visuel. Tout ce qui est visuel dans ce spectacle peut se faire donc aux États-Unis. Et il y a une partie aussi du spectacle qui est jazzée, où il y a un hommage à tous les chanteurs de jazz américains. On va en parler. Et donc, à ce moment-là, je fais une espèce de mélange de tout ça pendant 1 heure et demie, voilà. Alors, les auteurs, bon, il y a Dabadi, avec qui vous avez fait un sketch sur les restos à la mode. Jean-Yann, Molière, évidemment. Voilà, c'est ça. Bien, et il y a Delanoë. Alors ça, c'est incroyable, parce qu'il a quel âge, Pierre Delanoë? Il a 80 ans. C'est un jeune homme qui a maintenant 80 et quelques années, et qui a écrit une chanson qui s'appelle « Il y a une boum dans le bar tabac d'en bas ». Il y a une boum dans le bar tabac d'en bas. Ah oui, c'est bien ça. Il y a une boum dans le bar tabac d'en bas. Il y a une boum, il y a une boum, il y a une boum dans le bar tabac d'en bas. Ça sonne bien. Hein. C'est très sympa, oui. C'est interactif avec le public, c'est-à-dire qu'au départ, tout le monde pense que ça va être très facile, et ça se complique évidemment parce qu'on rajoute un mot à chaque fois, et c'est l'intérêt de la chose. Alors, il y a 2 sketchs en référence à la blague, qui est l'essence même de ce métier. Vous savez que nous, ici, on fait le championnat de France de blagues. C'est-à-dire que les gens nous envoient des cassettes, on a commencé à en recevoir, ils se filment, enfin ils se font filmer par leur femme avec leur caméscope ou leur voisin avec son DVD. Ils nous envoient vous nous envoyez les cassettes à l'adresse qui est indiquée en bas de l'écran pendant que je parle. Et les meilleurs sont diffusés et les meilleurs des meilleurs viendront les raconter en plateau. Alors, votre femme dit que vous êtes anxieux et que 48 heures avant une première, vous ne dormez pas. Vous voulez vous décontracter un peu, là? Allez-y, ouais. Allez, mettez vos doigts comme ça. Je suis complètement liquéfié. Ça va mieux, là, non? Je suis liquéfié. Alors, il va y avoir des critiques le lendemain matin, évidemment. Vous êtes touché par les critiques Bah oui, évidemment. Parce que quand elles sont mauvaises, elles nous font mal. Quand elles sont bonnes, elles nous font du bien. C'est tellement élémentaire. On peut aussi penser que les critiques vous aident à progresser, etc., non? Non, en général, une critique, c'est extrêmement... c'est physique comme réaction. Devant une critique où on saute de joie, où on est effondré. Moi, et sachant pertinemment que d'une manière générale, les critiques n'ont pratiquement aucune influence sur le succès d'un spectacle ou l'échec d'un spectacle. Mais vous, ça vous touche quand même? Moi, ça me touche. D'ailleurs, ça leur fait vachement plaisir si je dis que ça me touche. Alors, vous avez été très critiqué, d'une façon générale, au-delà des critiques qu'on lira le lendemain du Casino de Paris. En fait, vous avez été catalogué à vos débuts comme un comique grimacier, et ça vient sans doute de votre célèbre imitation de Jerry Lewis, le fameux sketch de la machine à écrire. Puis aussi, vous faisiez les Noirs, les Chinois, donc il y a plein de belles âmes qui vous l'ont reproché en vous traitant de raciste. Moi, je trouve que maintenant, le débat est complètement dépassé. Probablement que ça a été pris au premier degré par la critique au départ. C'était regrettable parce qu'il était évident qu'il n'y avait pas l'ombre d'une forme de racisme dans aucun de mes propos. Et j'en veux pour preuve très souvent l'intervention d'amis africains ou de noirs avec lesquels j'ai pu travailler, ou même des spectacles que j'ai pu donner en Afrique, où les Africains eux-mêmes venaient me trouver pour me donner des répliques exactes et des gags qu'il fallait dire et les mots précis qu'il fallait utiliser dans les sketchs. Sinon, ce n'était pas bonne imitation. Bon, donc, je veux dire, par là, franchement, si vraiment il y avait eu un problème, je pense que je l'aurais senti de la part des intéressés. Et je crois qu'en général, les gens qui voient une forme de racisme quelconque dans ce que j'aurais pu faire à une époque, c'est que eux-mêmes avaient sûrement un problème à régler. Alors en 95, vous avez fait un spectacle pour les 50 ans de l'ONU. Alors là, justement, il y avait des noirs, des jaunes, des blancs, des rouges. Il y avait 147 dignitaires de 147 pays. C'était à l'ONU, d'ailleurs, à New York. Et vous avez imité des noirs dans ce spectacle, non? Oui, à la demande des noirs, d'ailleurs. Oui. Donc, donc il n'y a pas de problème. Non. Vous avez dit, j'aimerais bien être noir, mais d'une façon générale, comme ça, on dit, moi j'aime bien les noirs parce qu'ils ont le sens du rythme, ou c'est plus profond que ça? Non, c'est parce que, en fait, je trouve que les Noirs, enfin ceux que je connais en Afrique quand on y va, il y a cette sorte de naïveté, de gentillesse tout à fait naturelle chez eux. Je leur reproche une chose, c'est de parler exactement comme moi, donc de piquer tous mes plans. Mais sinon, d'une manière générale, ils sont formidablement gentils et agréables. Bon, et en dehors de ça, en dehors, comme vous le dites, le sens du rythme, la pulsation, le goût du jazz, etc., ça c'est vrai que les Noirs sont absolument imbattables. Alors, vous avez été influencé par Jerry Lewis, on l'a dit, et puis vous êtes allé le voir. Alors vous, c'est incroyable parce que c'est le 23 avril 72, donc c'est le jour de votre anniversaire en plus.
vous débrouillez, vous allez voir le show de Jerry Lewis tous les soirs. Je me fais passer pour un journaliste belge d'abord. Ouais, et vous avez fait l'accent belge alors? Naturellement, hein, j'étais salé, je m'appelle Gérard Poirot, hein, je viens ici pour un interview. Génial. Et le mec m'a dit rentrer. Ça Il m'a aide. même pas demandé mes papiers, rien, c'était Ouais. super. Et donc un soir, vous arrivez à vous infiltrer dans sa loge Ouais. et vous le suppliez de venir voir un court-métrage qui s'appelait À tout hasard, que vous aviez tourné. Ouais. Et il est venu le voir. Il est venu le voir, oui, effectivement. Il a trouvé ça bien? Et il a trouvé ça pas mal, c'était difficile. Bon, il était très bien élevé, hein, très bien Ouais. élevé, Jerry Ouais. Lewis. Très gentil, il m'a donné 2-3 conseils techniques. Et grâce à ça, j'ai continué à tourner quelques courts-métrages par la suite, pour le plaisir, et puis voilà. Et après, il est venu me voir dans une boîte où je passais à Paris. Et alors, ça c'était le 23 avril 72, et le 23 avril, toujours votre anniversaire, le 23 avril 89, vous rencontrez Sinatra, ce qui est quand même pour vous effectivement l'idole absolue. Ah oui, oui, formidable. Oui. Et là, on découvre un petit peu, au-delà du comique, au-delà, on découvre l'autre Michel Leb, c'est-à-dire le jazzman. Magnéto, Serge. She gets too hungry for dinner at 8. She loves the theater, never comes late. She never bothers with someone she hates. That's why the lady is a tramp. Doesn't like nice games with barons and earls. One go to Harlem in eminent pearls. One dish to dirt with the rest of those girls. That's why the lady is a champ. She loves that free, cool wind in her hair. Life without care. She's broke, but it's oak. It's California. It's cold and it's damp. That's why the lady, he's a tramp. Come on! Ouais, bravo! Alors ça, j'adore. Hein. Alors voilà, ça c'est un autre Michel Leb, qui est peut-être un peu moins connu, quoique. Et alors, est-ce que vous êtes un vrai chanteur à la Sinatra, ce qu'on vient de voir là, ou est-ce que vous imitez un vrai chanteur? C'est ça qu'on ne sait pas. Oui, j'essaye d'imiter un bon chanteur. Parce que là, effectivement, Sinatra, c'est pas exactement ça. Ouais. Et, mais en réalité, j'aime tellement ça. Je vous assure, le fait de chanter avec un big band, ça c'est Ouais. une Count Basie Orchestra. C'est génial. C'est quand une Count Basie, c'était Bien sûr. Eh bien, c'est un sentiment extraordinaire parce qu'on est porté comme dans un 747 à, je sais pas, Ouais. 10 000 pieds. Ça doit être très jouissif. Et c'est très, très jouissif. C'est un grand bonheur. Mais c'est vraiment, il faut bien se dire une chose, c'est que tout ce que je fais là, c'est vraiment uniquement pour le pied. Ouais. Ce qu'on appelle le pied. C'est-à-dire, j'en fais C'est pas ce une qu'on fait carrière. mieux, ça en général, m'amuse. ce qu'on fait pour le pied. Voilà. Ouais. Voilà. Alors ça, c'était un autre Michel Leb. Il y en a encore un, c'est le comédien qui a joué 12 hommes en colère à Marigny avec un certain succès. Pendant combien de temps ça a marché? Vous étiez en tournée avec et tout 2 ans ça? et demi, oui. 2 ans et demi, c'est énorme. Et puis encore un autre Michel Leb. Donc vous voyez, il y en a plein des Michel Leb en Mais fait. ça va, on cohabite bien. Hein. Ah ouais, vous êtes bien ensemble Ça tous les marche bien, 6. ça là, marche ouais. très bien, ça marche C'est le prof de philo, c'est-à-dire que vous avez été prof de philo, vous avez une maîtrise de philo, vous étiez prof de philo. Ça fait un moment. Et ouais, et vous êtes fait virer parce que vous imitiez, quand vous faisiez des cours, ça devait être génial d'ailleurs, vous imitiez les philosophes allemands. Ou, Oui. vous faisiez comment, par exemple, Heidegger? Heidegger, Ouais. et là, il se passait quelque chose d'assez Ouais, tendre. alors, d'assez vous avez été tendre. viré, il faut le dire quand même. Hein. Bah forcément, on peut pas Forcément, continuer en comme plus, ça il n'y indéfiniment. avait pas que ça. Vous alliez souvent boire des coups au bistrot avec les étudiantes. C'est-à-dire que je donnais des cours particuliers. Voilà. D'accord, on a compris. Et Non, évidemment, à un moment donné, ça... Mais en tous les cas, cette expérience de professorat a réveillé chez vous le comédien, parce que vous avez commencé très tôt. En fait, à 4 ans, vous imitiez Mussolini. Parce qu'il faut dire, votre mère était italienne. Donc à 4 ans, vous imitiez Mussolini avec le menton comme ça, là. J'ai complètement oublié ça. Et à 10 ans, vous alliez voir Molière à la Comédie Française. Enfin, vous avez été baigné là-dedans dès votre plus jeune âge. Et quand vous avez été prof, vous étiez sur une estrade, peut-être pas une scène, mais ça vous a donné envie d'être comédien. C'est une manière de jouer la comédie, Bien sûr. d'enseigner. Bien sûr. Si, si. Chez les Jésuites, premier prix de récitation. Donc voilà, donc c'est vrai que vous aviez quand même il y avait comme on dit, un terrain favorable. Et vous avez eu un choc quand vous étiez petit, c'est que votre père est parti quand vous aviez une dizaine d'années, il est parti en Amérique, vous l'avez revu bien plus tard. Et ça a développé chez vous une sensualité très, très particulière, une sensualité hors du commun. Qu'est-ce qui va me sortir? Non mais c'est vrai, au plan morphologique. Non mais je sais. Au plan morphologique, j'ai une sensualité. Bien entendu. Il faudra bien me dire tout ça maintenant. Cette capacité d'étirer sa bouche, cette capacité, voilà, faites voir. Oui, oui, d'avoir des mimiques. Voilà, quoi, les oui. narines frémissantes. Les narines frémissantes, voilà, ouais. les narines comme le cheval qui s'apprête à galoper comme ça. Oui, vous faites ça très bien. Hein. Ouais. Vous faites ça très bien. Si. Le regard de velours. Faites-moi le regard de velours. Les regards de velours. T'as de beaux yeux, tu sais.
Bref, alors, finalement, non mais c'est vrai, vous avez développé, vous aviez envie d'exister dans le regard des autres parce que vous étiez un peu tout seul chez les Gèzes. Et alors, vous étiez très beau. Vous avez été élu Mister Côte d'Azur en Ah, ça, 72. c'est génial, ça. Ouais. Ça, c'est extraordinaire, ça. C'était comment? Maillot de bain léopard, je vais choisir maillot de bain léopard. Et vas-y, je me suis promené de ça. Et j'ai été élu Mister Côte d'Azur. Ça, en déconnant complètement. Vous avez eu beaucoup de succès. Maintenant, vous êtes un peu rangé des voitures. Hein, vous dites en parlant... Pardon? Vous êtes un peu rangé des voitures. Là, maintenant, vous êtes marié, remarié. Oui, oui, oui. Non, on a dit qu'on déconnait pas parce que votre femme est en régie, Béatrice. Donc, Si, mais on peut y aller. On ne fait qu'au passé. Voilà. On peut y aller. Non, en 87, dans Sexy Folie... Drucker, vous, à chaque fois qu'il faut parler de Béatrice, c'est Drucker, clac, qui parle de Béatrice aussi. Mais je ne sais pas si Drucker, il dit ce que je vais dire là. En 87, dans Sexy Folie, vous avouez tromper votre femme, enfin celle qui est devenue votre femme après, bien entendu, mais à l'époque, vous étiez déjà avec elle, Béatrice. Et vous dites un truc intéressant, vous dites à cette époque-là, la fidélité, ça se passe dans la tête. Vous savez, on dit n'importe quoi. Vous pouvez pas dire à ma femme, ça, non? Votre femme, vous êtes arrivé à la convaincre que la fidélité, ça se passe dans la tête et qu'après, on peut avoir des aventures à droite à gauche? C'est elle qui m'a convaincu de ça au départ. Ah ouais, vous êtes du pauvre. Ah oui, oui, mais elle est formidable, je vous donnerai l'adresse. Ah oui, vous avez raison de l'épouser. Bon, après, vous êtes marié, donc voilà, il y a prescription. En 91, vous vous mariez à Las Vegas. Ça, c'était votre premier mariage. Votre deuxième mariage, c'était cet été, pour de vrai. Là, cet été, vous avez fait le curé et tout, non? Hein? Cet été, quand vous êtes remarié avec votre femme. Vous avez fait le curé? Moi, j'ai pas fait le curé, non. Non, vous n'avez pas fait le curé? Je me suis marié à Oped. Ouais, mais c'est avec un maire, un civil, quoi, pas de... Non, non, il y avait un curé. Ah, il y avait un curé? Dans une chapelle. D'accord, mais votre fameuse chapelle que vous avez restaurée, là. Voilà. D'accord. Votre âge, vous le dites, non? Oui. Combien? 50. Ah, mais c'est bien. Vous êtes honnête, vous, au moins. Oui. Dites-moi... non, vous avez dit une phrase terrible. Ça va faire flipper tout le monde, ça va casser l'ambiance. Vous avez dit... Ce 1er janvier 2000, en parlant du 1er janvier 2000, on va tous se réveiller dans un siècle qui est celui où on va mourir. C'est dur. C'est vrai. Tous ici, hein, je vous le dis à tous, là. On va tous mourir dans le siècle. C'est vrai, mais ça... non, c'est pas... Ouais. C'est Non, pas je une regarde raison le vieux qui est là-haut, lui, il flippe complètement, là. Ah oui, oui, ça... Non, mais c'est vrai qu'il y a très peu de survivants, là. Et alors, Françoise Hardy m'avait dit un truc comme ça qui m'avait bien fait flipper pendant longtemps. Je le dis si des fois vous êtes... Alors elle avait dit un truc terrible, Françoise Hardy. Elle avait dit, mon cher Thierry, on n'a plus que 20 fois à voir fleurir les roses. Terrible. C'est rien, 20 fois. C'est rien. C'est fou ce que ça passe. Donc faut en profiter, hein. Ah bah il se lève alors. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Pardon. Je vous demande de vous arrêter. Oui, ça va. Balladur, t'es gentil, il y a Catherine qui me parle. Oui, Catherine. Je vous le dis. Si, au contraire, Julio Iglesias est dans sa loge. Il est Julio. Julio. Il est de très bonne humeur. C'est mon ami. Tout ça. On est très très contents. On vous attend impatiemment, Julio. Voilà. Ah tiens, j'ai un petit email là. Un type, alors voilà, il y a encore une histoire terrible. C'est un type qui signe 45 degrés ouest. Alors il dit, voilà, votre émission est trop tard, mon cher Thierry Ardisson. Une fois que l'émission est finie, ma femme veut plus baiser. Oh. Ma femme veut plus baiser. Alors l'an dernier, comme votre émission était 3 fois par mois, ça me laissait une semaine. Mais cette année, non, mais c'est terrible. Et cette année, il dit, bah voilà, comment je fais moi? Parce que voilà, donc je sais pas, fais le pendant. Alors Serge, on va baisser un petit peu. Vas-y, Voilà. 45 Moi, degrés. je peux faire les bruitages. Si On vous baisse voulez. un petit peu, voilà. On baisse un peu la lumière, s'il vous plaît. Voilà, vas-y, 45 degrés ouest. Voilà. On fait rien. Tu te jettes sur elle, voilà. On regarde pas. Vous mettez à l'aise, voilà. Très bien, voilà. Ça marche. Vas-y, vas-y, doucement, mollo, là. Oh, voilà, tranquille. Détends-toi, mon vieux, c'est bon. Terminé. Voilà. Ouais, nous, on est quand même vachement sympa parce que c'est la seule émission où on fait des petits breaks comme ça pour qu'on puisse baiser. Alors, il y a un autre email qui est très rigolo. C'est un email de Sophie qui me dit tout simplement, c'est un email très court, elle me dit « Je suis la page 280 du livre de PPDA ». Voilà, comprenne qui voudra. Bien, alors, l'ambiance n'est pas chaude que chez monsieur 45 degrés ouest, ici aussi, puisque j'accueille Mareva Galanter. Excusez-moi. Merci. Oh là 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 là. Waouh. Bonsoir. Ah ouais. Bon, ça va, n'en rajoutez pas. Hein. Ah non, n'en rajoute pas. Alors, je vais vous dire un truc. On me reproche des fois, à chaque fois que je vois une fille un peu jolie, de lui demander ses mensurations, d'être un peu macho. Macho man.
Eh ben non, avec vous, je ne ferai pas le machoman pour une raison très simple, c'est que les mensurations des Miss France sont gardées secrètes. Ah, je savais pas. Bah si. Ah ouais, attendez. Attendez, Bon, il c'est faut pas très savoir ce que vous intéressant. voulez, hein. C'est vrai, non? Pendant un an. Peut-être. Pendant un an, jusqu'à la Pendant prochaine. un an, ah bon. Pourtant, le contrat est sur 2 ans, donc Bon. ça pourrait être pendant 2 ans. Bon voilà, donc je ne vais pas vous demander vos mensurations. Et tu sais, on n'a pas besoin de les voir. Non, on n'a pas besoin de savoir les chiffres. On a une sorte de... Vous êtes adorable, Mareva. Spécial Mareva Galanter. Magnifique. Donc vous êtes né en 79 à Punahua. Punahua, en Polynésie. Alors vous êtes héritière par votre mère, on rigole pas ici, hein, d'une ancienne dynastie royale de l'île sacrée de Raiatea. Mine de rien. Hein. Alors vous savez ce que ça veut dire Mareva en tahitien? Vous savez, vous? Ouais. Ça veut dire immensité claire et lumineuse. Exact. Étoile filante, pour résumer. Ah non, attendez, c'est pas du tout la même chose. Là. Parce qu'en fait, il y a 2 dictionnaires de signification. Et donc, Mareva, dans un dictionnaire, on trouvera immensité claire et lumineuse. Et dans l'autre, on trouvera étoile filante. Vous préférez quoi? Étoile filante, ça va plus vite. C'est pas mal, étoile filante. Hein. C'est dur on à vous le souhaite rattraper. pas. Oui, on vous le souhaite pas d'être une étoile filante. Vous avez vu, donc, le jour où vous êtes invité dans cette émission, il n'y a pas n'importe qui. Il y a Michel Leb, qui est un des plus grands séducteurs français. C'est ça, oui. Bah oui. Oui, bien sûr, oui. Enfin, avant. Et avant de votre mariage. Avant mon mariage, oui. Et Julio Iglesias, qui n'est pas moins séducteur que Michel Leb. Donc, vous êtes contente? Ça va? Ça vous ira? Pour l'instant, oui, je suis heureuse. Pour l'instant, ça vous va. Bien. Magnéto, Serge. Miss France, 1999 et Miss Tahiti. Et sa première dauphine, Miss Paris. Voilà. Ah ouais. Il n'y a que des Miss France, mais on tape que dans la Miss France. Dites-moi, Madame de Fontenay, alors, vous la revoyez toujours? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais je reçois toujours des fax, j'ai des messages. Ici, oui, on l'adore. pas... Vous savez que c'est une amie, Laurent Baffy. Laurent Baffy est un ami de Madame de Fontenay. C'est que ça, c'est la famille, ça, Madame de Fontenay. Paraît, ouais, avec Xavier de Fontenay, tout ça, c'est des vrais amis. Alors, dites-moi, vous avez été la 3e tahitienne couronnée, en fait, Miss France. Hein. Oui. Et en mai 99, le comité polynésien, lui, il envoie directement Miss Tahiti, donc pas Miss France, pas vous, Miss Tahiti directement à Miss Monde, sans passer par la case Miss France, évidemment, parce que le comité Miss Monde a dit, de toute façon, Tahiti n'est pas français, n'est pas une île française, donc nous, on veut la Miss Tahiti, on ne veut pas la Miss France, même si elle est tahitienne. Est-ce que Tahiti a une vraie volonté de la part des habitants de Polynésie et de Tahiti d'être indépendant, de quitter la France ? Alors, si on sort des élections de Miss, Oui. c'est vrai qu'il y a un certain parti politique qui prend d'ailleurs de plus en plus d'ampleur en ce moment, qui souhaite la dépendance. Et bon, moi, personnellement, j'espère que ça arrivera pas vite. Mais ils ne sont pas encore. C'est une vraie française, Mareva, tu vois. Non, mais faite pour ça représente combien en pourcentage? Combien de gens là-bas veulent que... Maintenant, ça fait... je pense que ça représente... Les indépendantistes doivent représenter à peu près un tiers de la population. Ah oui, quand même. Donc, c'est Ah oui, déjà pas mal. Oui. Ça commence à être sérieux. Hein. C'est déjà pas mal. Ils ont fait plein de manifestations ces derniers temps, plein de cases, de trucs comme ça, et c'est pas très joli à voir. Pas très joli à voir. Mais en même temps, c'est un peu normal qu'ils soient indépendants. Non oui, c'est normal, tout le monde non, mais bon, à partir du moment où on a donné l'indépendance à tous les pays africains, à tous les pays du Maghreb, je vois pas pourquoi Tahiti... Corse, bientôt la Corse, bientôt la Bretagne. Je vois pas pourquoi Tahiti ne serait pas indépendant, non? Oui, mais bon, on a quand même de la chance. On est dans un paradis sous tous les angles. Et, Vous avez la sécu en même temps, c'est vrai que... Oui, Dites-moi, une forme de sécurité. Ouais, vous êtes mannequin depuis l'âge de 14 ans et vous n'osiez pas en fait vous présenter à Miss France parce que vous croyiez que le fait d'avoir un fiancé était disqualifiant. Vous aviez un fiancé depuis 2 ans et vous pensiez que le fait d'avoir un fiancé vous interdisait de... Pourquoi vous marrez? Non, pas du tout, non, parce que c'est pas vraiment ça. Donc, dites-moi alors. Donc, oui, j'ai commencé à être mannequin à 14 ans et je voulais pas me présenter à une élection tout simplement parce que je trouvais que ça faisait prétentieux. Ouais. Ça fait genre, je me crois belle, je me présente. Donc, Moi, je me suis bien présenté à Cannes. Il y a pas de... Lui, il s'est présenté à Mister Côte d'Azur. Mais on se ressemble peut-être pas trop. Et en fait, c'est vrai que c'est arrivé un peu comme ça. Et puis, il faut le vivre pour voir que bon, c'est pas forcément un acte de prétention. Vous êtes présenté pour Miss Tahiti. Oui.
Et alors là, vous êtes dur hein, quand même, parce que au moment où Mareva, je préfère te prévenir tout de suite à qui tu as affaire, Oui. au moment où Mareva a été élue Miss Tahiti, vous avez tout quitté. La famille, les amis, la fac, le Jules, et vous êtes venu à Paris. Kidnappée. Tout quitté du jour au lendemain. Et ben du jour au lendemain, oui, en fait, je suis partie avec des valises pour venir à l'élection de Miss France sans penser que j'allais habiter à Paris. Et ben voilà, on est Miss France, et ben le lendemain, il y a 10 millions de choses à faire, à courir dans tous les sens. On y arrive justement, voilà, Michel Leb. C'est ce qui vous intéresse, hein, c'est tout. Là, non, ce qui moi je m'intéresse, suis marié attendez, lui moi, aussi. Non, mais ça n'a rien à voir. Moi, je me mets à la place de Pascal. Pascal, Oui. il est là-bas, il est fiancé avec vous imaginez quand même, Oui. en plus à Tahiti. Bon, Salut. Les colliers et tout. Vous le quittez. Alors, évidemment, au début, quand vous arrivez ici, vous dites, d'ailleurs, vous étiez la première Miss à le dire, vous dites, vous le cachez pas à votre petit ami. Vous êtes la première à dire, oui, j'ai un petit ami, il s'appelle Pascal, etc. Donc, bon, tout va bien. Oui, parce qu'en fait, les gens croient que Miss France est vierge. Ben moi, je pensais ça. Ouais. Je pensais ça. Bah oui, j'étais persuadé que Linda Hardy était vierge, moi, personnellement. Et donc bon. Non, mais en fait, ça faisait déjà pratiquement 3 ans qu'on vivait ensemble. Ouais. Donc, j'allais pas arriver et mentir et dire Non, mais non, très je suis bien. célibataire. Justement, 3 ans, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup à mon âge, ouais. Bah oui, et plaquer un mec comme ça, ou 3 ans, parce que Ah non, mais Madame je de l'ai pas Fontenay... plaqué, Non, au début, alors, non, je vais vous raconter, Michel. Au début, tout se passe bien. Mareva dit, bon, ben voilà, j'ai un petit ami, il travaille sur un yacht, il s'appelle Pascal. Les gens sont un petit peu surpris, parce qu'ils la croyaient vierge, effectivement. Et puis... Il était mousse? Ils n'ont pas cru longtemps. Non, il est capitaine, hein. Ah, il n'est pas mousse, oui. Ah, il n'est pas mousse, il est capitaine. Hein. Et alors, il y a eu le fameux, faut le dire, le fameux syndrome des 18 000 kilomètres, dont avait déjà souffert Véronica Loubry avec son fiancé. Vous savez, je vais vous dire, le syndrome des 18 000 kilomètres c'est un petit peu loin des yeux, loin du cœur, ce fameux syndrome, mais maintenant ça s'appelle le syndrome des 18 000 kilomètres depuis Véronica Loubry. Et donc, votre couple avec Pascal a été un petit peu victime de ça. Un peu. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, oui. C'est vrai qu'à la longue, maintenant j'ai décidé d'habiter à Paris et voilà, je rentre à Tahiti très souvent en vacances. Mais, Il peut pas faire un petit tour dans la rade de Brest, votre mec? mais il aime son travail, il ne le quittera pas Il pour peut moi. faire son bateau? Et oui, exactement. Et moi, j'estime que j'ai énormément de choses à faire, que je suis toute jeune, j'ai à peine 21 ans, que j'ai plein de choses à découvrir. Bien donc, sûr, bien sûr. Donc voilà. Tout à fait normal, ça. Tout à fait bien. Jusque-là, c'est bien. Bien, en tous les cas, vous l'avez planté net, le mec, quoi. C'est un peu comme Adriana Carambeu avec son... Ah non, pas du tout. son Ah non, Slovaque, je veux là, pas hein. qu'on me compare Ah, les avec, filles. avec Adriana On dit Carambeu toujours que c'est les ou mecs qui n'ont pas de Véronica cœur. Loubry. Non, mais ça n'a rien à voir, pas du tout. Lui aussi, il en avait un peu marre que je sois à Perpète et tout seul à Tahiti, il s'emmerdait un peu, quoi. Donc évidemment, d'un commun accord, on a décidé de vivre l'un sans l'autre. Et donc maintenant, vous êtes toute seule. Ça vous fait rire? Non, ça me fait pas rire du tout. Ouais, mais je trouve ça désolant pour le Je pauvre réfléchis, Pascal. je me dis... Je pense à Pascal. Je pense à Pascal, d'abord, qui est tout seul sur son bateau, et puis je pense à vous, qui êtes à Paris toute seule, d'une certaine façon. Ça m'inquiète un petit peu, hein, mais bon... Alors, mais vous êtes assez dur quand même comme fille, hein, Mareva, non, sérieux. Par exemple, quand vous avez été élue Miss France, elles pleurent toutes, les filles. Pas vous? Oui, bah oui. On me l'a reproché, vous on avez m'a dit quoi à que la place c'était du cœur? truqué. Une pierre? Bah je me demande. Hein. Mais pourquoi vous n'avez pas pleuré? J'ai pas pleuré Même parce Linda a que... pleuré. Ouais, Non, mais sérieux. Pourquoi mais vous les avez Miss France ne se ressemblent pas du tout. Ah On bah, est pas toutes du tout. complètement différentes, donc chacune son caractère et tout. Et j'ai pas pleuré parce que j'avais pas envie de pleurer. Ouais. Et donc on me l'a reproché, on dit ouais, c'est truqué, on savait qu'elle allait gagner, elle a pas pleuré, donc c'était Pas sûr. du tout, c'est que vous êtes une fille qui savait, vous savez vous contrôler, vous êtes très... Et d'ailleurs, Madame de Fontenay, qui s'y connaît, vous a surnommé... Non, mais c'est vrai, elle s'y connaît en fille, Madame de Fontenay. Elle, vous a... elle fait ça toute la journée. Elle vous a surnommé la rebelle. Oui, la rebelle, parce Mais que... pourquoi ça? Parce que plusieurs fois, on n'était pas d'accord sur certains points, des choses des fois totalement futiles, le fait que je ne veuille pas mettre Vous une ne robe. pas mettre de chapeau, par exemple. Par exemple, oui, les chapeaux, ça me gratte un peu, donc... Pas Non, mettre mais de le robe, fait c'est pas de... gênant, moi ça me dérange pas. Non, mais je veux dire des grosses robes avec plein de paillettes et des plumes et tout pour aller dans une petite soirée. Bon, des fois, c'était un peu... Mais des choses toutes bêtes comme ça et des choses un peu moins bêtes, des histoires... On va pas rentrer dans les détails. Non, on va pas rentrer dans les détails, mais donc, comme c'est vrai que je lui ai souvent dit non pour certaines choses, on s'est des fois fâché, elle a des fois pleuré. Oui, elle me l'a dit. Pardon, Geneviève. Non, mais elle me l'a dit. Elle m'a dit Linda est très disciplinée et Mareva un peu moins. Et d'ailleurs, on a une bande de l'époque où vous étiez avec Madame de Fontenay. Vous avez l'air de bien belle humeur ce matin, Mme Scarlett. Dites-moi, vous vouliez être astronaute quand vous étiez petite, non? Oui. Oh, ça a pas l'air de les vous... grimaces, vous êtes vachement bonne en Elle est grimaces, marrante, vous. t'as vu, elle fait des grimaces. Elle est bien. Ils se sont dit, ouais, elles sont trouve ça belles, elles sympa. font pas de grimaces. Non. Non, c'est très bien les Je fais des grimaces. grimaces. Parfaite. J'adore ça. Les enfants adorent les grimaces. C'est vrai? Non, c'est vrai. T'as de beaux yeux, tu sais.
T'as de beaux yeux, tu sais. T'as de beaux yeux, tu sais. Bien, alors, vous croyez aux martiens? Je crois aux martiens. J'ai joué avec des martiens quand j'étais petite. Bon. Donc, comme ils m'ont révélé certaines choses, ils m'ont raconté beaucoup de choses. J'ai des secrets de martiens. C'est quoi? C'est l'herbe de Tahiti, ça? Donc... Bien, eh bien, on va voir en quoi vous croyez. On va faire une interview croyance. On ne bouge pas pendant le jingle. Très sérieux cette émission. Ah, on bouge pas pendant les jingles. Hein, ouais. D'accord. On rigole pas ici. Et donc, est-ce que vous croyez aux anges? Oui. Vous croyez qu'il y a un petit ange au-dessus de vous, là, ici, là? Bah là, peut-être pas ici, parce qu'il s'est un dit petit diable de Maréva l'autre va côté chez avec une petite Ardisson et fourche. tout. Je Et trouve au ça diable, beau. au petit diable, non? Petit diable, je préfère pas. Les fantômes, vous y croyez? J'y ai cru. J'ai eu peur. Quand vous dormez toute seule chez vous le soir, vous n'avez pas peur? Je m'enferme. Ah, c'est chiant. C'est pas pratique pour nous. Est-ce que vous croyez que vous avez un destin? Oui. Vous croyez en Dieu? Mon Dieu. Votre Dieu à vous? Il Oui. est comment? Il a une fleur dans les cheveux? Un peu, oui. Vous croyez en vous? Je veux croire en moi. Est-ce que vous croyez à la fidélité? Bien sûr. Non, parce que Michel, voilà, Michel, il a un truc, c'est que la fidélité, c'est dans la tête. C'est vachement bien comme truc. J'y crois. Vous croyez à l'amour toujours? Non. Si, parce que c'est pas parce qu'on quitte quelqu'un qu'on ne l'aime plus ou qu'on l'oublie Attendez, tout de suite. Avec Pascal, vous vous téléphonez, vous écrivez? Oui, je l'ai eu au téléphone, bien sûr. Là, je viens de rentrer de Tahiti, j'ai été la semaine dernière. Et oui, je l'ai vu et tout va bien. Comment il va? Eh bien, écoutez, il va bien. Pas de regret? Non. Un peu des fois, quand même. Ah, c'est terrible, c'est cette espèce d'ombre de Pascal qui plane comme ça. Attention, au-dessus ça de peut vous. durer toute la vie, ce Bah, regret ouais, comme ça. Là. il y a un vrai Faut problème. attention. Non, c'est bon, c'est clair, net, ça y est. C'est fini. C'est fini, oui. Bien, alors, vous croyez à la télépathie? Ben, j'ai jamais eu quelqu'un qui pouvait me faire de la vraie télépathie. Regardez-moi. Donc, non, j'ai peur. Regardez-moi. Non. Je vais vous transmettre, je vais vous bimer une pensée, regardez. Moi, je l'ai vu traverser. Je l'ai vu passer. Moi, j'arrive pas à la capter, c'est bizarre. Ah bon? Ouais. 15-16. Est-ce que vous croyez à l'homéopathie? L'homéopathie a pratiquement, entre guillemets, sauvé mon petit frère. Donc, Ah ouais. oui. Parce Donc que vous, des vous médecins, êtes obligé d'y croire, ouais. ouais. Vous croyez à Geshpati? Qu'est-ce qu'il dit? Vous croyez à l'homéopathie, vous croyez à Geshpati, non? Bien sûr. Bon, d'accord. Maréva Galanter, bravo. Voilà, on peut rallumer. On peut rallumer parce que j'accueille maintenant celui que nous attendons depuis le début de l'émission, votre sosie d'une certaine façon, Michel Leb. J'accueille Julio Iglesias. Bonjour. Alors, tout de suite, un triomphe. C'est un triomphe romain, Julio. Voilà, ça, c'est la plus grosse récompense qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est le triomphe romain. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un email de Jonathan Elkoubi qui habite en Israël, qui nous regarde en Israël, qui me dit Thierry, tu dis toujours que c'est Bénur, c'est pas Bénur, c'est les 10 commandements. Tu as raison, Jonathan, ce sont les 10 commandements. Voilà. Alors, donc à côté de vous, Julio, une princesse tahitienne, une vraie princesse tahitienne. Quelle chance. C'est fait exprès, ça? Non. Michel Leb, qui a fait la première partie de votre spectacle à l'Olympia, et d'ailleurs, Julio, vous avez proposé... Que j'adore, c'est un très beau souvenir. Ouais. Vous vouliez l'emmener avec vous en Amérique du Sud, hein? Oh, il me prend tout le spectacle, lui. Et alors, pourquoi vous n'êtes pas parti en tournée avec Julio Iglesias en Amérique du Sud? Vous seriez une énorme star aujourd'hui. Mais c'est pas trop tard. Oui, mais là, ça aurait été encore... pourquoi vous avez préféré faire la pub Bégon, c'est ça? La vérité, c'est qu'on était amoureuses. Exactement. Et on s'embrassait sur la bouche à cette époque-là. Vous savez qu'on est le 23 septembre aujourd'hui, c'est le jour de votre anniversaire. Oui. Voilà, votre cadeau. Oui, je vous l'avais pas dit, ça, Maréva. Vous êtes le cadeau de Julio. Elle est belle. Voilà, bah oui, ça je sais.
Moi, j'ai personne, là, je peux pas faire ça, là, je peux rien faire. Là. On vous connaît, hein. Non, mais il y a Francis Huster qui arrive. Ah, tu pourras lui faire ça. Lui oui. gratter le menton un peu. Alors, vous avez une vie absolument insensée. Cet été, au mois d'août, vous étiez à Las Vegas, au César Palace, c'est ça? Là, vous êtes à Paris de passage. Vous partez en octobre en tournée aux USA, en Australie. Vous n'arrêtez pas. Et alors, vous vivez dans un jet. Vous avez toujours votre jet. Ouais. Vous dites en parlant de ce jet, c'est ma maison du ciel. Ouais. Alors, très simple, hein, Julio Iglesias, il dit ce jet, c'est ma maison du ciel. Et puis il dit finalement, de quoi on a besoin? Il dit, si ce n'est d'un lit. Mais c'est vrai, sauf que votre lit à vous, il est quand même dans un jet. Alors, vous êtes à Paris parce qu'il y a votre 77e disque qui sort. Hein. Alors là, vous êtes... Ça, c'est trop, non? 77e. Eh oui, je suis obligé de le dire. Je ne le fais pas un chaque année, il faut dire ça. Il y a des années où il en a fait deux, quand même. Voilà. Voilà, ça s'appelle Noche des Cuatro Lunas. Alors, tout le monde peut traduire. Hein. La nuit des 4 lunes. Oui, bravo. Voilà. Alors, avant d'écouter Julio, le premier morceau, celui qui est le single en promotion, on va faire un petit replay sur votre carrière. Et alors, bon, c'est des chansons qu'on écoute à la maison, même quand vous n'êtes pas là, je vous le dis. Mais alors, quand vous êtes là, c'est encore mieux de les écouter en vous voyant. Voilà, là, je suis en train de je m'offre un bon moment et j'espère que ça sera pareil pour tous les téléspectateurs. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande es ver a volver. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existe mi amor. No sé, pero a mí, deme la vida, deme l'amour, deme les jours, et de penser que c'est trop court. Où les femmes, où le charme, vos sourires nous attirent et nous désarment. Est-ce que vous connaissez cette chanson, Pauvre Diable, par Stomy Bugsy? Vous l'avez déjà entendue? Oui, oui, avec le rap. C'est bien, hein? Formidable. Bon, on continue, il y en a plein, là, j'en ai sélectionné quelques-unes, mais bon, enfin... Je n'ai pas changé, je suis toujours ce jeune homme étranger qui te chantait des romances, qui te vantait des dimanches. J'étais très jeune, là. Vous savez, Mareva, qu'en amour, il y a toujours un perdant, mais Julio, il a eu la chance de gagner souvent. Je sais, en amour, il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent, et j'ignorais que l'on pouvait souffrir. Julio Iglesias, bravo! Bravo, Julio! Bon, vous êtes une star, hein? Vous êtes une star. Je me demande si c'est pas lui qui vend le plus de disques au monde. Ah ouais. Combien vous avez vendu de disques jusqu'à maintenant? Oh non, 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 on ne va pas parler de ça. Non. C'est mon père qui... Mais mon père, il achète tous les disques. Ça ne vaut pas la peine de dire, parce que c'est mon père qui vraiment achète tous les disques. Ma mère aussi en achète beaucoup, donc elle a dû contribuer. Ouais. Et toi, tu as acheté pas un disque de moi? Tu n'as jamais acheté un disque de moi? Ma maman, c'est pareil. Parce que, tu sais, parce que maintenant, l'âge, ça n'existe plus. Tu sais que moi, par exemple, toi, on ferait un très grand couple. Ouais. Ah. Ouais. Parce que j'adore Tahiti. Ouais. Je connais très bien Tahiti. C'est pas pour moi, c'est pour Tahiti. Donc... Mais toi, tu es maman tahitien et papa? Ma maman est tahitienne et mon père est russe-roumain. Alors bon, non, vous êtes vraiment une star internationale. Merci Terry, il faut pas dire parce que merci de tout. Le nouveau morceau de Julio qui est extrait, qui s'appelle Gozar la vida, ça veut dire quoi Gozar la vida? Oh, Gozar ça veut dire profiter de la vie, profiter de la vie. Profiter de la vie. Voilà, ça c'est le premier single de Noche des Cuatro Lunas, donc il est le 77e disque de Julio Iglesias. Il y avait longtemps que vous n'aviez pas écrit de chanson, non? Ça fait 16 ans? Ça fait, oui, 16 ans, 17 ans. Le compositeur de Ricky Martin, qu'on travaille avec vous, donc c'est un disque qui est très d'aujourd'hui, quoi. C'est pas du tout... c'est un disque c'est pas nostalgique, quoi. C'est pas...
C'est un disque fait avec des gens qui ont une autre génération, qui savent beaucoup, qui ont beaucoup de talent, ils ont beaucoup de talent d'ailleurs, et qui m'ont aidé beaucoup. C'est ça, vraiment, qui m'a fait reculer un peu avec eux. C'est pas mal, j'aime bien. Alors on va regarder le clip donc de Gossard la Vida. Magnéto, Serge. Gossard la Vida. C'est chaud, hein? C'est toi qui as choisi les filles. Tu sais, ce que c'est drôle, c'est qu'on pense que je connais les téléphones de toutes. Alors, Julio, on va parler un petit peu de votre légende, de votre vie. On va en profiter. La légende de Julio Iglesias. Bon, alors, vous êtes d'une famille plutôt aisée, madrilène. Vous n'aimez pas tellement, d'ailleurs, qu'on... Vous dites, je supporte pas qu'on touche à ma famille. Hein. Ma vie privée, j'ai l'habitude, mais ma famille... On la touche physiquement. Non, mais vous dites, votre famille, vous êtes... on peut pas rigoler avec votre famille, là. Non, c'est pas qu'on peut pas rigoler, mais c'est toujours... On parle beaucoup de choses familières. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont pas vraies, alors... Mais de toute façon, j'accepte tout. C'est pas un problème pour moi, d'ailleurs. Parce qu'on on va commencer par les choses désagréables, puis après on vous dira que des trucs sympas. Mais dis-moi. Truc un peu... Non, c'est vrai que pendant la période franquiste, votre père n'était pas pro-franquiste, mais il n'était pas non plus anti-franquiste. Votre père, qui était gynécologue à Madrid. Mon père, dans la période franquiste, il était gynécologue. Dans la période anti-franquiste, il était gynécologue. Aujourd'hui, il est gynécologue. Ouais. Il est gynécologue. En même temps, quand on est gynécologue, on s'en fout un petit peu du reste. Hein. C'est un bon métier, quand même. Ouais. Bon, alors vous avez eu une enfance plutôt monotone, banale, assez passive. Vous étiez à l'école chez les curés, vous alliez au Sacré-Cœur. Hein. Oui. Vous alliez à la messe tous les jours. Moi, j'ai connu ça aussi. C'est vrai que c'est un peu difficile. Mais vous dites une chose, qui est très juste, parce que j'en suis le témoin. Vous dites, cette éducation m'a laissé un sentiment de culpabilité par rapport aux femmes et au sexe. Et c'est vrai que les gens qui ont eu la chance, comme vous, chez les jésuites, d'être élevés par des curés, pour nous, les femmes, ça garde un goût de fruits défendus. Et c'est assez agréable, non? Mais moi, je me suis senti toujours ça. Ouais. J'ai eu le sentiment de culpabilité à cause de mon latinisme, de mes raisins, mais pas dans le sens de l'amour, jamais. Ouais. Jamais, ça. Non, je n'ai pas écouté cette histoire-là. Ouais. Non, mais dans le sens de la vie, oui. Dans le sens de la vie, la ça vous a culpabilisé un peu pour le reste, oui. Mais je suis sorti très rapidement, d'ailleurs. Ouais. Hein. Vous avez oublié ça très vite, oui. Alors, l'adolescence, bon, vous vous occupez de football, vous jouez un peu au foot, vous occupez des filles, vous préférez ça aux études, on vous comprend. Vous n'êtes pas non plus le plus grand joueur de foot du monde, il faut bien le dire. Hein. D'ailleurs, on va regarder. Magnéto, Serge. Julio Iglesias, donc à l'époque, vous essayez d'être joueur de foot. Est-ce que tu as sorti ça? D'où vient ça? Ah ben ça, vous savez, on se donne du mal. Hein. C'est pas en vente libre, ça, en ce moment. Hein. C'est dur à trouver. Et alors, vous avez 19 ans, pas encore 20 ans, et vous avez un accident de voiture en allant à une corrida un jour autour de Madrid. Et quand vous vous réveillez de cet accident, vous êtes paralysé, et vous avez même pire que ça, vous avez une tumeur dont on a peur qu'elle soit cancéreuse et qu'on traite au cobalt. Et puis vous êtes paralysé sur un lit, hémiplégique, et vous pesez 45 kilos à l'époque. Et d'ailleurs, vous avez toujours gardé des séquelles un petit peu à la fois psychologiques et physiques de cet accident. Vous dites que les traumatismes sont toujours là. Ils sont toujours là parce que physiquement, toute ma colonne vertébrale, elle n'est pas solide. Alors il faut que je refasse la gymnastique. C'est ça qui vous oblige à faire de la gymnastique tous les jours, en fait. Tous les jours. C'est pas gentil, ça. Hein?
Non, ça vous fait pas marrer du tout, ça. Hein. En plus, la prof de gym de Julio, c'est Miranda, donc son épouse, donc il peut pas y échapper, quoi. Ça serait un prof de gym normal, il pourrait toujours lui dire casse-toi, mais comme c'est sa femme, il est obligé de faire de la gym. Donc il se marre pas du tout, Julio Iglesias. C'est la discipline, de toute façon, il faut la faire. C'est bien. Moi, c'était une bonne recommandation. On est d'accord. Alors, bon, en même temps, cet accident, c'était une chance parce que vous dites, avant cet accident, je me servais que de mon corps. Et puis, comme j'étais paralysé, j'étais obligé d'utiliser ma tête. Et voilà. Même aujourd'hui. Et j'étais idiot, je suis devenu intelligent, vous dites. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas mal, tu sais, c'est des accidents qui ont un sens comme ça, qui ont vraiment la force physique. Il ouvre 13 yeux d'une façon différente, tu regardes les autres d'une façon différente, et tu apprends beaucoup de choses que tu jamais aurais appris à cet âge-là. Mais c'est très bien. Vous avez découvert l'intériorité, c'est-à-dire vous avez découvert qu'il n'y avait pas que les filles et le football. Pas aussi profond, mais j'ai découvert beaucoup de choses très importantes. Bien, alors, pendant la convalescence, on vous offre une guitare, hein, et puis vous commencez, alors vous regardez la télévision, vous écoutez des disques, la radio, et vous commencez à essayer de faire les mêmes chansons. Et là, vous avez un don, effectivement, puisque très rapidement... Un petit don. Un petit don, quand même. Mais sérieux, en 68, vous avez le premier prix du festival de Benidorm, avec votre premier tube qui est La vida sigue igual. Hein. Et alors, en 70, donc pas longtemps après l'accident, finalement, enfin quelques années après, vous allez à l'Eurovision, vous représentez l'Espagne à l'Eurovision, et avec Gwendoline, et vous finissez 4e. Magnéto, Serge. Vous allez montrer ça? Aquel ayer cuando estabas junto a mí, tú me hablabas del amor. Yo podía sonreír al recuerdo aquel amor. Y ahora te alejas de mí. Julio Iglesias, Gwendoline, à l'Eurovision 70 alors. Tu avais déjà une manière extrêmement sensuelle de tenir le micro, qui était tout à fait extraordinaire. Ouais, je l'ai passé pour là, tout je sais mon pas que corps, tu le hein. faisais avec le micro tout le temps. Ça. Faut que j'apprenne à tenir le micro. Regarde comment il fait, va te montrer comment il fait. Montre comment tu tiens. Le microphone, c'était une histoire très sexuelle d'ailleurs. Voilà, voilà. Alors, toi, tu le prends, tu la mets, tu continues, tu descends un peu. Quand il descend trop, tu le montes. Et là, c'est... Mais... Bien, donc en 72... Laisse-moi, je te raconte une petite histoire. Mais je vous en prie. Je rentre d'Eurovision, à Amsterdam, je passe pour Paris avec le manager. J'arrive à la télévision française, on pensait au moins le recevoir, on va faire une chanson ici à la télévision. On tape vraiment. Dans les directeurs, c'est Julio, c'est mon enfant qui vient de chanter. C'est pas mon père, mais c'était mon manager. Il vient de chanter une chanson à Eurovision. Est-ce qu'on pouvait faire quelque chose ici en France? Julio, quoi? Ça, c'est vraiment un souvenir que j'ai d'ici, il y a 31 ans. On comprend pas tout, hein, ce qu'il dit. Je vais te dire, qu'est-ce qui passe. La première fois que je rentre à la... Moi, je comprends. Moi, je te le refais deuxième langue. Je vais te le faire après, moi, comment il fait. Comment il fait, alors? Mais non, mais c'était un peu quand à un moment donné qu'il est arrivé comme ça, il va dire... Et hop, il est terminé. Et alors maintenant, bon voilà, votre succès est énorme. Il y a une dynastie Iglesias, c'est-à-dire que c'est un peu comme les Bourbons. Hein. Vous êtes monarchiste, hein? Oui, mais j'aimerais bien être espagnol. J'ai envie de me faire naturaliser espagnol pour avoir un roi. J'aime beaucoup Jean-Charles Ier. Moi aussi. Ouais. Alors donc, il y a Enrique, votre fils, qui a énormément de succès, Julio Junior. Alors, quand vous parlez de vos enfants, vous dites, oui, c'est vrai, je ne suis jamais levé à 6h du matin pour les amener à l'école. Ouais, c'est vrai. Bon, vous le regrettez un peu, vous culpabilisez un petit peu, Non, Julio. pas. C'est une autre époque. C'est façon de vivre à cette époque-là. Ouais. Ils ont très bien élevé, ils sont formidables, ils sont de valeurs formidables, ils sont de succès de rêve. Oui. Je ne m'inquiète pas, je ne suis pas coupable, ils sont terrés. Non, c'est vrai que quelle que soit l'éducation qu'ils aient eue, en tous les cas, ils ont un bon caractère, parce que les deux, aussi bien Enrique que Julio Junior, ont beaucoup de succès. Donc finalement, ils ont vraiment. Oui, ça sert à rien d'amener les gosses à l'école le matin, vous pouvez rester couchés. C'est pas un bon conseil d'ailleurs. Pendant les années 80, vous avez un petit peu été cantonné, Julio Iglesias, au rôle du bellâtre. C'est ce que c'est un bellâtre?
Un bellâtre, c'est... Un tombeur. Fais le bellâtre un peu. Mais non, mais il le fait très bien, regarde. Le bellâtre, c'est un type qui est très beau. Voilà. Donc, vous étiez un petit peu... qu'il est beau, Il sait qu'il est beau. Non. Vous étiez un petit peu... Non. Vous étiez un peu... Attendez. Vous avez... Je dis pas que vous êtes toujours comme ça, mais c'est vrai qu'à un moment, vous avez été Non, un je petit suis peu... beaucoup mieux maintenant. Vous avez changé, on va y venir, Julio. On va y venir. Mais de toute façon, tu sais, il y a une expression dans la vie, Michel, tu sais très bien que tu es un très grand comédien. Tu expresses ta façon de vivre comme tu es, les gens acceptent et n'acceptent pas. Ouais. Et moi, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui est formidable. Je suis un petit gamin, maigre comme un lapin, comme je dis on va y toujours. venir. Je voulais me voir. Ah bah oui. Pourquoi l'allusion au lapin? Pourquoi l'allusion Oui, au lapin? montrez-nous. Parce que les lapins, quand la lumière sort, il fait comme ça avec les yeux. dans les phares d'une voiture, le lapin. Il s'arrête. Et moi, quand je vois les lumières, je toujours me suis arrêté. Non, mais c'est vrai, je dis... J'adore les lumières. Vous avez... Moi aussi, j'adore les lumières. Alors, il faut s'arrêter quand les gars, elles sont toutes lumières. C'est vrai qu'à un moment, vous avez bien évolué, c'est là où je voulais en venir, vous avez bien évolué par rapport à ça. À un moment, vous le dites vous-même, vous dites à un moment donné, dans la presse, je passais un peu pour un con, et j'étais sûrement un très grand con, vous le dites vous, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais la seule différence, c'est que quand je suis un con, je les sens, je le vois. Ouais. Je les connais. Alors, je jamais pas les autres. Il y a une époque, vous avez été très critiqué. Il y avait Charles Bois qui avait fait cette chanson, Pauvre Rulio. Vous la connaissez, cette chanson? Oui. Bon. Où est-ce qu'il est, Charles Bois? À ce moment, il est au Canada, là-bas. Il est retourné là-bas. Bien, vous dites, en parlant de votre image, c'est vrai que quand on pense à Julio Iglesias, le cliché, l'image d'Épinal concernant Julio Iglesias, c'est toujours les fiancés qui sortent de la piscine et vous dites qu'ils tombent du cocotier. Non, mais c'est des images, ça. C'est pas comme ça chez vous. C'est Newton qui a fait une photo comme ça avec les femmes. Ouais. Je pense qu'il voulait se faire 3 ou 4 femmes qui étaient dans les cocotiers. Alors, on dit, Julio, on va mettre les filles dans les cocotiers. Je vais prendre le téléphone. C'est pas moi qui ai inventé ça. Mais quand on dit par exemple l'homme aux 3000 femmes... D'ailleurs, je n'aime pas les femmes dans les cocotiers, c'est très difficile pour moi. Faut reconnaître quand même qu'il a un sourire. Moi, je suis pas homosexuel, Julio, je vous le dis franchement. Non, mais moi non plus. Mais je sais. Mais vous avez dommage parce que vous avez un sourire que vraiment. Marie-Va, on va les laisser tous les deux. Je crois qu'une idylle est en train de naître là. Oui, donc effectivement, vous dites les femmes, les fêtes, les Ferrari, ça c'est mon image. Mais si on Ferrari, jamais j'ai eu Ferrari. Voilà, si on connaissait ma vie, c'est beaucoup plus chiant. Et comme je disais tout à l'heure, non, pas plus chiant du tout. Non, il faut pas dire ça parce que aucun sacrifice. J'adore ce que j'ai eu. Ouais. Il faut que je remercie toujours ce que j'ai parce que c'est formidable. Mais c'est vrai que vous faites quand même, il faut dire la vérité, vous faites quand même 1h30 d'exercice physique par jour, quoi. Ça, c'est la vie des chiens, oui. Ça, c'est dur, ça. Hein, avec Miranda, elle a une, elle a une baguette, un fouet, Miranda. Elle a la discipline, là. Et alors, donc, pour casser cette image, pour briser cette image que vous aviez avant, et vous avez eu raison de le faire, parce que là, on est beaucoup plus proche de vous, vous avez pratiqué ce qu'on appelle l'autodérision ou l'autodépréciation, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de recul sur vous-même, beaucoup d'humour. Vous êtes capable, et c'est une grande qualité, d'être capable de se moquer de soi-même. Par exemple, un jour, il y a un journaliste de Libération qui demande à Julio Iglesias est-ce que vous faites l'amour avant de monter sur scène? Il répond non, je me masturbe. Et c'est c'est vrai que venant de vous, c'est d'un seul coup, c'est drôle. Ou quand vous parlez de vous, par exemple, vous dites, c'était dans François, il dit je suis moche, je suis mal foutu, j'ai des jambes maigres. Vous avez des jambes maigres? Oui. Maréva? Tous, Maréva, tous. Non, ça, c'est pas la jambe. Non, vous dites que, alors quand vous êtes en maillot, vous dites je suis vraiment pas beau en maillot. Non, en maillot de bain, c'est dégueulasse. Ouais. C'est dégueulasse. Ouais, c'est ça, c'est terrible. Hein. Mais ça, c'est vraiment gagnant. Vous savez, quand on n'est pas bien foutu et on fait penser les autres qui étaient formidables, ça c'est des rêves. Oui, c'est ça qui est génial. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux faire rêver les autres que rêver toi-même. Vous êtes très fort. Vous dites j'aime les femmes, mais je ne suis pas un Don Juan. Encore moins un Superman au lit. Alors là, c'est une vraie déception. Moi, j'imaginais que vous étiez une... Oui, parce que tu sais, avant, je faisais l'amour en position verticale, et maintenant, c'est fini. Alors, je pense que quelqu'un qui ne fait pas l'amour en position verticale, c'est pas un grand amant. Oui, ah oui, d'accord.
Alors, vous avez fait une dépression nerveuse à un moment. Apparemment, c'est fini. C'était il y a longtemps. C'était il y a 15 ans. Et vous allez vous réfugier dans votre maison des Bahamas. Vous me direz en même temps, quand on fait une dépression nerveuse, pouvoir se réfugier dans une maison en Bahamas, c'est déjà plus sympa que de prendre une Lexomil à la Courneuve. Hein. Mais la dépression nerveuse, c'est quelque chose qui rentre chez nous sans le savoir et on ne peut pas s'occuper de nous. Personne s'occupe de nous, seulement que les nerfs. Les nerfs se tirent, on ne se prend pas. Alors je suis guéri, je guéris ma dépression en nageant beaucoup à la natation jusqu'à l'exténuation physique. Mais c'était très, très, très difficile pour moi. Et c'était dû à quoi? Est-ce que vous avez analysé les causes de cette dépression? Est-ce que vous avez découvert? Non, c'était psychomatique. Je commençais avec, en pensant que j'avais une tumeur dans mon cérébro. J'avais mal ici. J'ai développé toute une psychosomatrice terrible où j'ai pensé que j'allais mourir. J'allais mourir. Je commençais à presque mourir. Oui. Alors, Julio, vous savez qu'ici, on a un public ici qui est exceptionnel. Et ce public, il n'est pas seulement là pour faire comme ça. Maintenant, désormais, le public de l'émission aura le droit lui aussi de poser des questions à nos invités, parce qu'il n'y a pas de raison que je sois le seul à poser des questions. Alors, qui veut poser une question à Julio Iglesias? Toi? Bien. J'espère qu'elle est bien, ta question, hein? J'espère aussi. Alors, vas-y. Attention. Bonsoir, Julio. Bonsoir, monsieur. Vous êtes super, parce qu'il y a souvent une petite différence entre la télé et puis la réalité. Vous avez un accent... à craquer. Je suis pas homosexuel, hein, je suis comme Thierry. C'est pas parce que t'es pas homosexuel qu'il faut pas te rapprocher de moi, mon garçon. Je ne me caresser non plus. Voilà. Plus sérieusement, en fait, en amour, puisque c'est un peu le spécialiste de la question, quelle est la plus belle preuve d'amour qu'on ait pu vous donner? Pour une femme, la maternité. C'est la maternité. Très bien, merci. Alors, une autre question. Est-ce que quelqu'un a une question à poser à Julio? Toi, viens. Donc, bonsoir Julio. Oui. Vous faites des tournées et des galas dans le monde entier. Donc, est-ce que vous pourriez nous donner votre secret pour la force? Pour la forme. Pour la forme. Pour la forme, la discipline. C'est pas d'héroïne, pas de cocaïne, pas de drogue, pas de cigarettes, pas de caféine, beaucoup de l'eau, pas de salt, manger bien, pas faire l'amour depuis 3 ans, tout ça. Toujours les sages. Bon, Julio, maintenant, attention, on va faire une interview Hardy View. La lumière, s'il vous plaît. On ne bouge pas pendant le jingle. Voilà. T'as bougé, toi? Non. C'est bien. Vous vous dites quoi le matin? Le matin, vous vous réveillez, vous vous regardez dans votre miroir. Quelle est la première chose que vous vous dites en vous voyant? Merde. Ah ouais. D'accord. Quand on vous demande des autographes, vous écrivez quoi? Un abrazo. Julio, un abrazo means... un baiser. Comme ça. Ah, d'accord, c'est bien, il faut nous expliquer, d'accord. Votre plus belle histoire d'amour, c'est votre premier mariage ou votre deuxième mariage? Non, je ne suis pas marié maintenant. Ah oui. Mais la plus belle histoire d'amour, c'est l'amour de Miranda, sans doute. C'est Miranda? Oui, sans doute. D'accord. Est-ce que vous seriez prêt à tout quitter pour le grand amour? C'est-à-dire là, vous tombez... Non. Non. Ah oui. Pas du tout. Pas du tout. Vous rencontrez une fille, vous êtes fou dingue. Ah, enfin, non. Il a de la chance, Miranda. Rien à faire. Miranda, elle a du pot, Miranda. Miranda, si tu nous regardes. Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois? Non, je pleure très souvent, moi. C'est pas un problème pour moi, je pleure. Au cinéma, vous voyez Titanic, vous pleurez? Ouais, moi aussi. C'est bien, on est des sentimentaux, Julio et moi. Vous changeriez quoi en vous? Si vous aviez une baguette magique, vous allez changer quoi sur votre physique? Beaucoup de choses, on ne peut pas... Beaucoup des choses. Quel est le surnom qu'on vous donne que vous détestez? Le Rourou ou Liolio ou... Toi, fais pas le malin. Non, je l'ai pas dit tout à l'heure. Hein. Ta femme, elle t'appelle comment? Moumou ou... Oui, Moumou, parce que moi je l'appelle Boubou, mais... Voilà, alors, la ramène pas, parce que j'ai tous les dos. Question. Vous l'avez demandé? Le surnom, oui, qu'on vous donne, que vous haïssez. Quel est votre surnom qui vous énerve? Chanteur de charme. Ah ouais. Ah bon, mais c'était pas un rocker quand même. Non, mais chanteur de charme, ça veut dire que tu charmes en chantant, tu chantes, tu charmes, tu ne chantes pas, tu ne charmes pas, tu charmes. Ah oui, d'accord. Alors qu'il faut bien le dire, Julio charme même quand il ne chante pas, ça c'est vrai. Quel est le péché qui vous tente le plus? Le péché que vous rêvez de commettre? Toujours l'infidélité. Ah oui. Si votre vie était à refaire, vous changeriez quoi? S'il fallait recommencer votre vie? Rien. Très bien, merci Julio Iglesias, bravo.
vous restez avec nous, Julio Iglesias. Donc Michel Leb, on va voir un petit échantillon de ce que vous allez donner sur scène. Okay. Magnéto, Serge. On dirait du Mozart. C'est splendide. Oh, Mozart, moi je sais pas si ça vous le fait à vous, mais moi ça me transporte 200 ans en arrière. C'est extraordinaire ça. Ah, c'est beau. Et alors on pouvait parler sur du Mozart, on pouvait dire des choses si simples. La moindre déclaration d'amour, ça prenait des proportions gigantesques, sublimes sur du Mozart. Tiens, rejoue-moi du Mozart. Ah. Madame, lorsque dans la nuit noire vous m'apparûtes, le soleil caressant vos blonds cheveux châtains, trop ébranlé à l'idée d'un probable rut, notre cœur enflammé réveilla mon corps éteint. Qu'est-ce que c'est beau! Mais c'est superbe! C'est magnifique! Oh. Oui, madame, vous m'allumâtes. Et tandis que nous nous tâtâmes au beau milieu des tomates, je crois bien que nous nous rétamâmes. C'est splendide! C'est splendide. Mais alors, mesdames, messieurs, comment voulez-vous qu'une scène pareille se reproduise sur de la musique d'aujourd'hui? C'est pas possible. Tiens, fais-moi de la musique d'aujourd'hui. Ouais. Ouais, Thomas la taspé, choum la fameux. Oh. Ouais, c'est pas une bebon, c'est une bombasse. Ouais, choum sans moule, t'as vu ses boobs? Ah ouais. T'as vu comment je l'ai chauffée, elle? Elle m'a carrément cramé, ouais. Et s'il y a moyen de moyenner, je la bouillave dans la cave. Ouais, je suis fait, moi, voilà. Voilà, Michel Leb, bientôt, Casino de Paris. Bien, alors on va faire maintenant une petite interview psy que je vais vous faire à tous les trois, en fait. Hein. C'est pour connaître un peu mieux votre personnalité, celle de Mareva et celle de Michel Leb. Donc, première question, on peut baisser la lumière, s'il vous plaît? Ah oui. On ne bouge pas pendant le jingle. Voilà. On va commencer avec vous, Michel. Est-ce que vous êtes accro à l'alcool? Non. Non. À la cigarette? Non. Ah, vous n'êtes pas accro à la cigarette? Non, au cigare. Au cigare. Alors, en parlant de cigarette, je voudrais répondre à un email d'un garçon qui s'appelle Libéral 1, le mec qui s'appelle Libéral, pas très libéral. Il me reproche en disant on fume sur votre plateau. Bah oui, moi les gens font ce qu'ils veulent, c'est vrai. Et puis que quand Darmon fume, si je l'engueule, c'est pas parce qu'il fume, c'est parce qu'il n'écoute pas Guy Forget. Voilà. Est-ce que vous êtes mytho? Comme tous les paranos. Vous êtes mytho? Mythomane? Peut-être, oui. Peut-être un peu. Vous? Moi, je déteste. Vous détestez les mythomanes? Ouais. Alors, il faut ça va. Parano, vous êtes parano? Comme tous les schizos. Ouais. Est-ce que vous êtes parano, Julio? De temps en temps. De temps en temps. Vous avez peur, vous sentez que le monde entier est contre vous, ça vous arrive le matin? Quelqu'un qui a des problèmes psychomatiques, ouais, il est plus paranoïque. Ouais. Et vous êtes parano, non? Ça m'est arrivé, mais quelques petites fois. C'est fini. Mais elle est trop jeune pour l'avoir fait. J'ai pas autant de... Alors, Mareva, est-ce que vous êtes maso? Est-ce que vous aimez quand on vous fait mal? Ça dépend où. Ah, ça dépend où, dit Mareva. Ça dépend où et comment. Ça dépend où et comment. Mais vous n'êtes pas contre le principe? Je l'adore, cette Mareva. Est-ce que vous êtes maso? Vous aimez quand on vous fasse mal un peu en amour? En amour, non. Est-ce qu'on vous mord, quand on vous mord, ça vous plaît? Non. Mais j'aime bien les mauvaises critiques, j'adore. Oui, j'ai appris beaucoup. D'accord. Vous êtes maso, sado, sadomaso? Je suis maso comme tous les sados. Ouais. Alors vous, tiens. Alors, tu connais l'histoire? Non. Tu connais l'histoire du maso qui dit au sado fais-moi mal? Le sado lui dit non, et l'autre lui fait merci. Ah, c'est génial, c'est une très bonne histoire. Est-ce que vous êtes exhibo, c'est-à-dire exhibitionniste? Est-ce qu'à Miami, par exemple, chez vous, vous promenez à poil avec juste un t-shirt, même si les voisins regardent, vous aimez vous montrer un peu tout nu? Non. Non, c'est fini. Ma vie sexuelle, ça serait fini là. Oh non, ça je veux pas. Non, mais non. Je me promène. Pas exhibitionniste du tout? Dans la maison? Oui, dans la maison. Dans la maison, oui. Dans la maison, vous êtes tout nu? Pas dans les jardins, non. Ouais. Et vous êtes toute nue chez vous? Moi, ça s'appelle pas de l'exhibitionnisme, c'est que j'ai grandi toute nue et en maillot de bain. Oh là là! Non, mais parce qu'à Tahiti, quand on est enfant, on est tout le temps à la plage. Et vous êtes encore une enfant? Exactement. Bon. Est-ce que vous êtes porno? Comme tous les barjots.
Comme tous les barjots, très bien. Vous êtes porno, c'est-à-dire vous aimez les cassettes porno, vous regardez des films. Oui. Et vous Moi, ça me choque un peu. Dernière question, est-ce que vous êtes Roulio? Ma maman est très rouillée. Merci. Ah, ça c'est sympa. C'est le seul truc qu'il fallait pas dire. Forget it. Mais j'adore ta Mais maman. non, parce que j'étais obligée d'être avec ma maman, donc du coup, on devient Roulio. Exactement. Ouais. Mais maintenant que tu me connais, tu vas devenir de plus en plus. Elle est très Roulio. Merci beaucoup. On va aller. Bien. Alors, vous restez avec nous. Il y a d'autres invités qui vont arriver. Que des séducteurs ce soir. Hein, vous, bien entendu. Michel Leb. Et le prochain, alors c'est un grand séducteur français. Vous êtes vraiment à la fête, Maréva. Voici Francis Huster. Francis Huster, bonsoir. C'est pas par hasard que le petit jingle qui accompagnait votre arrivée, c'était « J'ai un problème » parce que vous avez un problème et vous allez nous en parler. Vous êtes ravis, vous, hein? Ah, moi, j'adore. Vous avez les trois plus beaux mecs possibles. Mais en fait, on m'a dit que c'était l'anniversaire de Roulio, que j'étais le cadeau de Roulio. Oui. Mais en fait, non, tous ces hommes sont pour Non, vous êtes le cadeau de Roulio, oui, vous allez voir, vous n'avez pas encore tout expliqué, là. Vous êtes le cadeau de Roulio, mais attendez, c'est bien d'être le cadeau de Roulio. Moi, j'aimerais être le cadeau de Roulio. Je suis bien là, il y a des hommes charmants, donc je suis contente. Moi, j'aimerais bien être le cadeau de Roulio, mais c'est pas moi. Voilà. Alors, le milieu culturel, le petit monde, le microcosme parisien, hein, ne parle que de vos renoncements successifs. Donc, on va essayer de les regarder un petit peu précisément. Et vous allez vous expliquer, surtout, parce que c'est une émission où on peut s'expliquer. Alors, d'abord, le théâtre du Rond-Point. Vous deviez reprendre le théâtre du Rond-Point, au Rond-Point des Champs-Élysées. Il y a 30 ans que vous réclamez un théâtre. Et le Rond-Point est libre, ça y est, enfin, en juin dernier. On a un petit peu poussé Marcel Maréchal dehors. Le ministère vous a donné tous les engagements que vous demandiez, le ministère de la Culture. Et vous renoncez au théâtre du Rond-Point. Pourquoi, Francis Huster ? Depuis 30 ans, effectivement, je cherche à diriger un théâtre pour pouvoir vivre une grande aventure populaire avec une grande troupe, avec des comédiens engagés à l'année. Bon, le projet du Rond-Point, il date de 1989, du temps de Jean-Louis. Ouais. Non, c'est pas d'hier. Et le problème, c'est que tout ce que j'ai posé comme possibilité, c'est-à-dire d'afficher, par exemple, des pièces 200 ou 300 représentations, d'avoir une vraie troupe payée à l'année, de pouvoir faire des tournées internationales, j'ai pensé que, à la fin du compte, et c'est pas du tout la faute du ministère, qui s'est très très bien conduit, c'était pas possible. Je pouvais pas réaliser ce projet-là. Ça, c'est la première chose. Donc ça ne correspondait pas à ce que... Donc j'ai choisi le théâtre privé. Très bien. Alors, ça, c'est la première chose, le théâtre du Rond-Point. Ensuite, vous dites, je vais racheter le bail du théâtre de la Madeleine à Simone Valère et à Jean de Sailly. 8-10 millions de francs, enfin, eux sont d'accord, on a trouvé un prix. Vous renoncez. Oui, c'est très simple. C'est parce qu'au départ, il s'agissait d'une vente de bail, et puis à l'arrivée, en fait, c'est une vente de société. Donc, que ce soit le théâtre de la Madeleine ou un autre théâtre, j'irai jusqu'au bout. Mais maintenant, j'attendrai d'avoir la clé. Bien. Et alors là, vous revenez sur scène à la Porte Saint-Martin, dans un rôle assez inattendu, un texte assez inattendu. Et une semaine après, vous renoncez. Donc, on va savoir, on va en parler. On va reprendre l'affaire pour nos amis téléspectateurs, pour Roulio, qui ne connaît pas toute l'affaire. Donc, on prend l'affaire dès le départ. Il y a un auteur qui s'appelle Octave Mirbeau, qui est connu surtout pour le journal d'une femme de chambre. Hein, c'est comme ça que les gens connaissent Octave Mirbeau, qui a été mis en scène par Louise Buñuel au cinéma. Hein. En fait, c'est un type un peu bizarre, Octave Mirbeau. Au départ, il était à l'extrême droite, il était antisémite, etc. Et puis lui aussi, il a renoncé à ses engagements politiques, joliment. Ah oui. Et il est devenu ami avec Émile Zola, il est devenu franc-maçon, il est devenu Dreyfusard, alors qu'il était anti-Dreyfusard. Il a commencé à dénoncer l'horreur humaine, la saloperie de la vie, la monstruosité de la société. Vous aimez beaucoup cet auteur, Octave Mirbeau. Vous décidez d'adapter ses contes, des petits contes qu'il a fait. C'est un spectacle, un one-man show qui s'appelle J'adore la vie. Là, je raconte pour les gens qui ne savent pas. Donc, vous faites Octave Mirbeau en 20 sketchs, hein, J'adore la vie, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Vous comparez Mirbeau, vous dites c'est comme Coluche, c'est comme Bedos, c'est comme Fernand Reynaud. Et vous, alors surtout, bon, ça c'est une chose, mais surtout... Francis Huster, qui est un petit peu comme vous, comme Michel, un séducteur, c'est un héros romantique, Huster. Bon. Et là, il décide de faire rire. Et vous voulez devenir un acteur comique, comme Serrault, comme Poiret. Vous voulez plus être un jeune premier. Vous dites, je ne serai plus un jeune
un vieux jeune premier, fini Hamlet, fini Lorenzaccio, fini Cyrano, fini Alceste, je vais être De Funès. Voilà, Francis Huster, vous voyez l'histoire, hein, quand même, grave. Je ne sais pas ce que vous aviez fumé ce jour-là, mais bon. Francis Huster qui déclare à toute la presse, alors que c'est notre héros, enfin Gérard Philippe, on vous l'a dit 1000 fois, mais enfin vous êtes notre Gérard Philippe d'aujourd'hui. Et il dit, je vais être Fernandel, je vais être Robert Lamoureux, c'est le coup de poker, c'est le tournant comique de ma carrière, dit Francis Huster. C'est la chance de ma vie, je vais casser définitivement mon image. Oui. C'est fait. Venez me voir, je suis à hurler de rire, dit-il, dans le journal du dimanche. Ouais. Et alors là, je vais en avoir fini, c'est un peu long, mais comme ça tout le monde a compris. À la Générale, bon, des gens aussi sympas que Michel Drucker, il applaudit toujours Michel Drucker. Michel Drucker n'a pas applaudi, Nagui, il applaudit toujours Nagui, il n'a pas applaudi. C'était un peu le bide, et donc vous décidez de renoncer et passer à un autre spectacle. Moi j'étais là. Alors vous étiez là, et j'ai applaudi. Hein. Bon, j'ai applaudi beaucoup. Non, sérieux. Voilà. Parce que j'ai trouvé que c'était une performance exceptionnelle. Mais je sais, je l'ai vu. Bon voilà, donc là j'ai brossé le tableau, j'étais peut-être un petit peu long, mais comme ça au moins les gens ont les éléments, parce que tout le monde n'est pas au courant de cette affaire. Donc pourquoi Mirbeau Est-ce que c'est pas une erreur, une erreur sur le jugement littéraire? Est-ce que Mirbeau finalement c'est pas... Vous dites que c'est mieux que Maupassant, est-ce que finalement c'est pas moins bien que Maupassant? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur de casting? C'est-à-dire vous, finalement vous êtes un jeune premier romantique, même si ça vous emmerde à votre âge. Tout à fait bien, parce qu'on a le même. Hein. Voilà, est-ce que vous n'êtes pas gouré? Racontez-nous là. Non, c'est pas La parole ça. est à Francis Huster. Voilà. Quand on fait une erreur, on la reconnaît. Et j'ai fait une énorme erreur. J'ai cru que je pouvais lire le bottin sur scène, je pouvais faire n'importe quoi et que le public me suivrait. En fait, il ne me suit pas. C'est-à-dire que depuis un mois, même avant la première représentation du Mirbeau, il n'y avait aucune collectivité. Vous n'avez pas les collectivités? Je commence, j'ai pas les collectivités. On commence, il y a les places à demi-tarif, c'est bourré, c'est complet, et vraiment, parole d'honneur aussi, c'est à pisser de rire, les textes sont atroces, c'est pour ça que je parlais de Coluche, il y a un mec qui tue sa femme à coups de pompe, un autre qui tue une fille qui la viole à 10 ans, etc. Donc, gros succès, soir de la Générale. Les gens dans la Générale, Michel était là, ils ont été sidérés, parce qu'effectivement, j'avais raconté mes conneries dans la presse comme un con, comme Napoléon avant Waterloo étant persuadé de gagner, donc j'étais là, j'avais joué en plus le spectacle en festival 10 fois un an avant, gros succès, critique, public, tout. Non, jouez, vraiment, jouez. Bon, et puis là-dessus, la Générale, je me dis, mais attends, il est siphonné, c'est pas drôle du tout, c'est terrifiant, c'est horrible, c'est Rakiri. Bon, et puis, le lendemain de la Générale, ça a continué le succès, et dès que les demi-tarifs se sont arrêtés, donc dès que le public populaire ne vient plus, j'ai eu un public de théâtre qui est venu, vous êtes venus. Je suis venu, les gens applaudissaient. Les gens applaudissaient. Je suis obligé de le dire. Ils se marraient. Les gens se sont marrés, non, bien sûr. Et vous avez eu 5 rappels. Alors que la pièce avait été décrétée. Je revenais humblement. Non, mais oui, alors que la pièce avait été. Vraiment. Je suis allé. Alors que la pièce avait été décrétée bide par tout le microcosme. Bah oui. Bon. Et alors en fait, le rouleau compresseur est parti, bien que le spectacle marche. Vraiment, il marche. Mais sans les jeunes, hein, je le précise. Les jeunes, pour eux, Mirbeau, savent pas ce que c'est. C'est là où est mon erreur. Parce que s'il n'y a pas les jeunes, je veux dire, un théâtre aussi grand que la Porte Saint-Martin, tu peux pas tenir. Donc on a programmé à partir du 7 octobre. En 594e représentation. Cette bonne vieille peste, c'est mon knock à moi. Ah ouais, ça, la peste, vous l'avez joué. Alors j'espère que ceux qui n'étaient pas là, il y a... Voilà, en 89, et le 14 octobre, Francis Huster interprétera la 600e. Le 7 octobre. Le 7 et octobre, là, c'est la 600e. pendant 3 semaines, les places seront à demi-tarif pour avoir ce public populaire. Votre épouse, Christiana Reali, la mère de votre enfant, elle l'a pris comment Serge, je peux avoir ma petite lumière, là parce que... Alors c'est la question qui tue, Francis Huster, et pas la question qui fâche, comme disent certains copieurs. C'est génial, c'est Hitchcock. C'est au sujet de J'adore la vie. Christiana vous a dit quoi, franchement? Elle vous a dit, quand elle a vu le spectacle, elle vous a dit quoi? Bon, j'étais complètement con, elle l'avait vu en festival, elle avait trouvé ça formidable. Comme un crétin, j'ai fait 3 erreurs. Le soir de la Générale, il y avait un micro, avec une réverbération dans la salle, c'était épouvantable, on a l'impression que je parlais devant, derrière. En plus, elle m'avait dit de me méfier de tous les sketchs de paysans, j'en ai 3 ou 4. C'est vrai que vous patoisez pas mal. Hein. Oui, je jouais de Glio et des trucs comme ça. Alors ouais. Voilà, au bout de 2, on en a marre. Ouais. Et puis la 3e chose, c'est qu'effectivement, j'aurais peut-être dû commencer la trilogie avec La Peste au lieu du Mirbeau. Mais par contre, elle a trouvé que j'avais des couilles d'arrêter. Ouais, mais elle n'était pas très chaude pour le spectacle. Ah non, elle le trouvait très bien. Mais elle trouvait que c'était de la folie. C'était trop risqué. Donc elle vous aime. On rallume Christiana Reali.
and Francis Huster. Bien. Et elle, par contre, elle fait un succès. Ah oui, dans avec la chatte sur un toit brûlant, Ah c'est oui. énorme. Magnifique. C'est énorme. Magnifique Ouais. distribution, tout. Ben, on l'attend Mise en d'ailleurs, scène et vous tout. pouvez lui dire, hein, Christiana, on vous attend. Il paraît qu'elle a un petit peu peur de moi, alors je vous le dis, Christiana, je suis un mec vachement sympa. C'est vrai. Bien. Alors maintenant, pour vous réconforter un petit peu, Francis Huster, après tous ces problèmes que vous avez eus, mais enfin ça va, parce que la peste qui commence, et ça on sait que vous... Je vais vous faire une interview cire-pompe. On ne bouge pas pendant le jingle. Vous êtes sans doute, Francis Huster, l'un des meilleurs acteurs de votre génération. Des acteurs comme vous, il y en a un par siècle. Qui aujourd'hui pourrait réellement prétendre à votre succession? Moi, je fais comme si j'avais pas entendu, mais je pense que dans le style d'emploi, Toretton me paraît un acteur qui a un peu la même courbe. Et puis Samuel Labarthe. Ouais, mais Toretton, je peux me permettre de vous dire, il est moins beau que vous. Bon, mais T'as de beaux yeux, tu sais. Bien, alors vous effectuez un parcours sans faute, on vient de le voir. Hein. Pour la rentrée 2001, vous nous avez prévu quoi en septembre prochain? Pour la rentrée 2001? Oui, bah oui. Peut-être, je retaperai encore le clou avec un spectacle. Je rêve depuis longtemps, et dis que c'est la vérité. Chez Hutt, on n'arrête pas de le dire, de faire certains lame shows tous les deux ensemble. Ah ouais. Alors si jamais il y a un producteur qui veut prendre Ah, c'est bien, comme il est Nobody's Perfect. Voilà. C'est génial. On ne sait pas qui fera qui, mais on réfléchira. On réfléchira. Ouais. Francis Huster, vous êtes conscient de votre charisme, hein, de votre charme fou, Mareva. Oui, non, mais moi je l'admire pas que pour son charme fou, je les trouve tellement beaux. Christiana Reali est magnifique et tous les deux. Moi je suis restée encore à Terre Indigo, que j'ai adoré. Vous êtes amoureuse du couple, vous? Non, je les trouve beaux. Eh ben disons, il n'y a que des gens beaux aujourd'hui. Hein. Putain, c'est... votre regard est assez envoûtant. Vous le savez, ça? Est-ce que vous en servez sur les gens? Est-ce que, par exemple, vous utilisez ce pouvoir de séduction que vous avez sur les gens? Non. Ben non. Jamais? Ben non. Parce que des fois, je vois que vous fiez à votre bagou, alors qu'il suffirait que vous regardiez les gens avec ces yeux comme ça. Oui, c'est vrai, il faudrait que je ferme un peu plus ma gueule. Voilà. Vous êtes incroyablement sexy, Francis Huster. Comment est-ce que vous résistez aux sollicitations féminines? Comment est-ce que vous faites quand il y a une... Imaginez, bon, on n'est pas à la télé, hein, vous rencontrez Mareva dans une soirée, elle se jette sur vous, elle vous fait comprendre que, bon, voilà. Comment vous faites pour résister? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous avez une gousse d'ail dans la poche, un chapelet Ouais, je pense à Christiana. Ah ouais. C'est la chance de ma vie. C'est beau, c'est beau. Ah, c'est beau, ça. C'est vrai. Comment vous faites, vous imaginez que vous la rencontriez dans une boîte de nuit, elle est folle amoureuse de vous. Je pense à Christiana aussi. Bravo. Dites-moi, Francis Huster, on continue l'interview cire-pompe. Il a du pot, il peut toujours faire ça. Ah ben lui, je m'attendais à ça tout le temps. Oui, bah oui. C'est la star internationale. C'est bien quand on est star internationale. Voilà. On a le droit de tout faire. Tout Paris bruise de vos exploits. On dit que vous êtes un super coup. Est-ce que c'est vrai, Francis Huster? Ouais. Là, je pense à Christiana. Vous êtes le plus heureux des hommes, non? Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas de problème dans la vie? Non, aucun problème. Donc cette histoire de Mirbeau, c'est pas un souci? Oh mais non. Ah non, puis en plus, c'est vrai, je me sens grandi de défendre Mirbeau. Il faut. Mais bon, quelqu'un réussira là où j'ai échoué. Mais vraiment... Je veux pas couteau dans la plaie, mais vous êtes sûr que c'est aussi bien que ça, Mirbeau? Si, c'est fantastique. Bon d'accord, il n'y a rien à faire, on rallume. Si, c'est extraordinaire. Merci Francis Huster. Merci beaucoup. Donc à partir du 7 octobre, c'est ça la peste? Voilà, donc la peste de... Alors là, vous restez avec nous, hein? Je reste avec vous, puis je veux juste dire un mot sur Julien l'apprenti, qui a été écrit par Jean-Claude Grimbert et qui est réalisé par Jacques Ottmesguin et qui va passer sur une chaîne... sur Arte. Voilà, et vous jouez après dedans. sur France 2. Et vraiment, il y a des acteurs magnifiques. De toute façon, on adore Grimbert, l'atelier, tout ça, c'est un mec comme le qu'on dernier aime beaucoup. métro, c'est Ouais, bouleversant. on aime beaucoup Grimbert. Voilà. Julio, quel est pour vous le maître du monde de la semaine? Quel est l'homme le plus important cette semaine? Je pense que cette semaine, c'était très important pour la famille américaine quand Clinton et sa femme, ils ont retiré cette culpabilité des affaires de White. Ça, c'est très important pour les Américains. Vous vous sentez citoyen américain maintenant? Non, pas du tout, non. Non.
Bon, à Miami, en plus, il y a beaucoup d'Espagnols. Non, mais c'est pas ça, mais je suis un Espagnol. Ouais, vous avez toujours un passeport espagnol? Bien sûr. Non, j'ai deux. Les deux nationalités, d'accord. Non, les deux passeports espagnols. Pourquoi? À gauche, à droite. Et quand je perds un, je l'autre. Ah d'accord, je croyais que c'était pour l'âge. Quel est pour vous le maître du monde de la semaine? Le maître du monde, allez, c'est Anelka qui a mis un but splendide avec le PSG. Mais je dis ça parce que lui, il adore le foot, il a été joueur et tout. Alors. On a bien perdu nous avec Anelka, j'ai pas compris. Il jouait. Ah oui, c'est vrai qu'il était chez vous, Anelka, puis il a rien foutu là-bas. Il nous manque maintenant parce qu'on n'a pas, on en a besoin d'un. Bien sûr, mais ici il marche bien Anelka. Hein. Il marche pas bien. Donc vous c'est Anelka, vous c'est Clinton, vous le maître du monde de la semaine? Moi c'est, ce sont les deux journalistes qui ont réussi à fausser compagnie au... Bravo. Madura et Le Garrec, bravo. Effectivement, magnifique. Ils ont quitté l'endroit où ils étaient captifs à Jolo parce qu'il n'y avait pas France 2 et je dois dire qu'effectivement c'est bien. Ils sont cassés en courant, ils s'en sont sortis par eux-mêmes. Ils ont compté sur personne. C'est voilà. génial. Et vous, le maître du monde de la semaine, c'est qui? Il m'a piqué mon idée. Ah bah non, mais attendez, on est tous d'accord pour dire Madura. Moi j'avais soit eux, soit Laurent Ruquier qui a battu de Chavannes. Alors maintenant, j'accueille un ami, mais qui n'est pas seulement un ami, c'est aussi un excellent écrivain. J'accueille Patrick Besson, mesdames, messieurs. Bonsoir. Julio Iglesias, Mareva Galanter, Francis Huster, Michel Leb, Patrick Besson. Ça va, Patrick? Ça va, ça va. Alors, vous êtes écrivain, vous êtes journaliste. Journaliste au quotidien, vous avez été journaliste au Quotidien de Paris, à Art, à France Culture, au Figaro, à l'Humanité. Aujourd'hui, vous êtes au Figaro littéraire et au Figaro Magazine. Vous travaillez aussi au journal Voici. Vous rencontrez des gens dans Voici. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, j'essaie d'avoir un peu la bande-son de gens quand ils font pas attention à ce qu'ils disent. Voilà. Alors, je leur pose des questions, mais c'est pas toujours leur réponse que je garde dans mon papier. Mais c'est la plupart du temps bienveillant. Bien je trouve sûr. que dans les interviews de la presse, on a tendance à passer un rouleau compresseur sur ce que disent les gens, à les faire parler trop bien, à perdre. Justement, ça à devient nettoyer de un peu trop, ouais. Et moi, je trouve tout part du son, à la littérature, comme le journalisme, comme tout. Donc, moi, j'essaie de capter un peu leur musique. Alors vous dites en parlant de Voici, écrire dans Voici est un acte profondément littéraire et politique, parce que Voici est ce que n'est plus l'humanité. Attention au paradoxe de Patrick Besson. C'est un journal écrit par des pauvres, lu par des pauvres, où on emmerde les riches. Donc ça a ça de commun avec l'humanité. Mais en plus, les riches gagnent encore plus d'argent en étant emmerdés dans ce journal de pauvres pour les pauvres, puisqu'ils attaquent et qu'ils gagnent tout le temps. Puisqu'il y a une loi en France qui fait que dès que tu parles de la vie privée de quelqu'un, de toute façon, tu perdras le procès qu'il te fera ou ne te fera pas, parce qu'il y a des gens qui n'attaquent pas la presse. Julio Iglesias, est-ce qu'en Espagne, il y a beaucoup de journaux comme ça, de la presse un peu à scandale? Est-ce que vous avez été victime de ça, vous? Non, pas du tout. Je suis toujours complice de la presse, moi. J'adore la presse avec complicité. Oui. C'est pas un problème pour moi. Moi, je suis sujet de tout. Alors, vous êtes évidemment écrivain. Vous avez écrit vos premières nouvelles à l'âge de 14 ans. Premier livre à 16 ans, publié à 18, Les petits mots d'amour. Deuxième livre quelques mois plus tard, après le premier. Et vous aviez déjà fini le troisième quand vous avez publié le deuxième. Enfin, c'est un mec très fort, c'est un mec précoce, quoi, intelligent. Vous êtes à combien de livres aujourd'hui? Bon, une quarantaine. Une quarantaine de livres. Oh bah c'est pas énorme. Hein. Bah non, il a fait 77 albums. Ça, c'est le 77e album. Vous êtes à 40 bouquins. Non, mais il y a eu une mode comme ça qui s'est installée, comme quoi les écrivains ne devaient pas écrire trop, mais ça n'a jamais pas du tout été le cas. D'ailleurs, Mirbeau, dont on parlait tout à l'heure, est un très bon exemple. Il a écrit énormément. Donc vous n'êtes pas spécialement polygraphe. Non, en plus, j'aime pas tellement écrire. Enfin, c'est un acte pénible, difficile. C'est votre moyen de gagner votre vie, mon garçon. Il faut bien faire quelque chose en même temps. C'était la seule chose Alors, que je savais. vous avez eu des prix littéraires. Bien entendu, vous avez eu le prix Renaudot, vous avez eu le grand prix du roman de l'Académie française pour Dara. Jamais le Goncourt. Jamais. Non, puis maintenant, c'est foutu parce que après l'Académie et le Renaudot, c'est pas possible. À moins de... On l'appelle Goncourator. Oui, ça, c'est je dis à chaque fois qu'il vient dans une émission, ça me fait tellement rire. Goncourator, parce qu'il a tout le temps essayé d'avoir le Goncourt, il l'a jamais eu. Non, mais en fait, personne n'a jamais essayé d'avoir le Goncourt, puisque c'est pas l'ENA ni Sciences Po, on se présente pas. Donc les 400 romanciers qui viennent de publier un livre là cette année,
eh bien, il concourt pour le concours sans s'y présenter, si tu veux. C'est pas comme le conservatoire. Donc, on ne peut pas le rater, le concours. On peut juste ne pas l'avoir. Ouais. C'est un concours, un examen qui se rate. C'est pas le concours. Donc, oui, c'est vrai. Donc, dire de quelqu'un qu'il a raté le concours, c'est pas... surtout pour moi, qu'il est raté si souvent. Oui. Ceci étant, ça ne vous empêche pas, Patrick Besson, de vraiment de tout donner à la littérature, d'une certaine façon. Vous avez dit l'écriture est un substitut à tout, même aux femmes. Bah oui, que faire quand on n'a pas de femme? Écrire un livre où il y a une femme dedans. Voilà. Bon, on va faire un peu de promo, mes enfants. Zoom, zoom. Voilà, c'est le nouveau livre de Patrick Besson qui s'appelle « Accessible à certaines mélancolies ». Alors là, vous n'avez déjà m'expliqué, parce que moi, je ne comprends pas. Soit c'est accessible à une certaine mélancolie, soit c'est accessible à certaines mélancolies avec un S à certaines et un S à mélancolie, mais accessible à certaines mélancolies, il y a une faute d'orthographe. Mais non, d'abord ce serait une faute de grammaire, ce serait pas une faute d'orthographe. Et ensuite... Je suis bidon. Je vous le dis, je suis bidon. Voilà. Et ensuite, non, c'est parce que la mélancolie est certaine, on a juste inversé l'adjectif. C'est accessible à la mélancolie certaine, oui. Ouais. Ne me dis pas oui, toi, enfin. Ah, si, merde. Il est génial. T'as raison. Il m'enfonce, lui. Mais non, simplement. Non, mais regarde, tu la vois, la faute, là. Non, il n'y a pas de faute, c'est inversé. Il a raison, c'est inversé. Bon. D'ailleurs, si tu retournes le bouquin, c'est encore mieux. Bien, alors l'histoire, c'est un vrai roman, quoi. Ça va c'est un peu le bordel, mais c'est rigolo, c'est un bordel romanesque. C'est l'histoire de Milan Kanovas, qui est journaliste d'origine slave. Votre mère est... Oui, sa mère, à lui, est tchèque. Ouais. Et voilà. Et vous, c'est... Elle est croate. Voilà. Donc il est comme écartelé, comme ça, entre ses femmes, ses maîtresses, ses amants. En fait, ses amants, ses enfants. Oui, parce que là, lui, il n'a pas du tout d'amant. Il se trouve que non. Je vous confonds avec un autre écrivain. En fait, non, il cherche quelqu'un à aimer. Oui, en fait, son histoire, c'est que... Enfin, c'est un homme de 40 ans qui fait un peu le point sur sa vie, parce que 40 ans, c'est le moment où on a plus de passé que d'avenir, en quelque sorte, où le passé, en quelque sorte, prend une consistance qu'il n'avait pas avant. Et donc, il se met à vivre d'une vie presque aussi forte que le présent ou l'avenir. Et donc, il fait une espèce de tour de son passé, il se rend compte qu'il n'a jamais vraiment aimé personne, en fait. Et il va rencontrer la femme de sa vie. Bon, il se trouve qu'au même moment... Lui, sa femme, elle lui annonce deux choses. Elle lui dit, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je suis enceinte. La mauvaise, c'est que j'ai un cancer. Ouais. Et lui, il lui dit, t'es pas dyslexique, là? Oui, il lui dit, t'es pas dyslexique. La bonne nouvelle, c'est que t'as un cancer. La mauvaise, c'est que t'es enceinte. Ouais. Mais tout de suite après, alors elle est folle de rage. Elle explose. Elle lui dit, mais non, tu sais bien que c'est la dédramatisation par l'humour. Ouais. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un a un malheur, je dirais, la pire chose à faire, c'est de le plaindre. Parce que c'est en effet l'enfoncer encore dans son malheur, lui renvoyer le malheur dans la figure. Donc ce qu'il faut faire, enfin, de mon point de vue, c'est toujours comme ça que j'ai opéré. C'est peut-être pas la bonne méthode. Mais c'est essayer de l'éloigner de sa souffrance et de rapetisser, en quelque sorte, sa souffrance. Et il tombe amoureux d'une femme qui a un mari handicapé et deux petites filles. Voilà. Et c'est comment cet homme et cette femme qui s'adorent, mais qui ont des obstacles incommensurables, parce que comment quitter une femme qui a un cancer et comment quitter un mari handicapé, et à travers les bousculades de l'histoire, les drames auxquels ils sont confrontés, eh ben, ils vont réussir à atteindre cet instant magique pour un couple qui se forme, c'est-à-dire de pouvoir prendre le petit déjeuner le matin ensemble, sans rien devoir à personne, sans avoir peur d'un avocat, que pour sans arriver avoir peur d'un paparazzi, sans avoir du... peur de personne. Pour arriver à la phrase « tu veux un café ?» ça a pris beaucoup de temps. Quoi. Voilà, et c'est ce que je raconte. C'est-à-dire, l'idée du livre, c'est que l'amour doit se gagner comme on gagne la liberté, comme on gagne sa raison. Vous avez en face de vous, Patrick Besson, un expert, je dirais, en amour. Un professionnel. Un grand professionnel. Un grand professionnel. Bien, alors... Vous avez des phrases, bon effectivement, vous avez un style, un ton qui n'est pas nouveau, puisque ça fait 40 livres. Page 12, il trompait Geneviève une fois par mois maximum. Est-ce d'ailleurs tromper une femme que de coucher avec une autre? Oui, parce que lui, il soutient que tromper vraiment une femme, c'est la tromper avec un homme. Parce qu'une femme, ça ressemble quand même beaucoup à une femme. Il la trompe, il couche quand même avec une femme. Oui, c'est une bonne théorie. Qui est ça, comme aussi. la sienne, en quelque sorte. Alors vous que c'est une bonne théorie. Il y a la théorie de Michel Leb, qui est la fidélité, c'est dans la tête. Le reste, on peut faire ce qu'on veut. Il y a la théorie de Besson, qui est de dire, tant que c'est avec une femme, on ne trompe pas sa femme, puisque c'est toujours une femme. C'est bien, c'est vachement instructif, cette émission. Ah oui, on apprend. C'est le service public, ça. C'est beau, c'est très bien. Bah, oui. Quelle est votre théorie là-dessus, Julio? En écoutant lui, je ne suis pas coupable du tout.
Bien, alors vous dites, il y a des phrases formidables, je ne vais pas tout citer bien sûr, mais le monde est rempli d'opportunistes qui n'ont qu'une peur, passer pour des opportunistes. Ah oui, alors ça, se faire haïr, c'est traiter un opportuniste d'opportuniste. Ouais. Alors ça, c'est une haine. C'est très juste, et vous dites l'activité humaine consistant principalement à cacher qu'on dit et qu'on fait des choses par intérêt. Et en fait, c'est vrai, quand vous dites un opportuniste qui est opportuniste, ça l'énerve absolument. Presque tout le monde fait presque tout par intérêt. D'ailleurs, quand tout d'un coup vous faites une chose désintéressée, les gens ne comprennent absolument pas. Ouais. Et ils pensent donc que vous avez un intérêt supérieur. Ouais. Moi, j'ai eu ça très souvent dans ma vie, quand je me suis inscrit au Parti communiste. Ou quand on va en parler. Je suis allé en Yougoslavie. À chaque fois, les gens me disaient, il fait ça, il doit avoir un intérêt. Mais non, c'était tellement désintéressé que ça avait l'air d'obéir à un intérêt supérieur. Alors, sur l'amour et le sexe, Patrick Besson a une position... Je dis une position psychologique, évidemment. Non, mais vous me regardez. Une position très originale. Il dit une chose, vous allez voir, c'est intéressant, c'est très intéressant. Ça me fait réfléchir tout ça, moi j'apprends des trucs aussi. Il dit, je crois au bonheur conjugal. Il ne peut y avoir de vrais érotomanes et de vrais pornographes qu'à l'intérieur d'un couple marié. Parce qu'on a le temps. Il dit, c'est comme la littérature, quand on est marié avec quelqu'un, on a le temps. Et finalement, il dit, on est comme frère et sœur quand on est marié avec quelqu'un. On est comme frère et sœur, et comme père et fille. Et c'est donc incestueux, et c'est là que les choses vraiment sales peuvent commencer. Et il a raison. Vous rencontrez une fille, bon, vous la sautez dans le buffet de la gare. Bon, c'est pas... Mais quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps, avec qui vous avez des rapports de père à fille ou de frère à sœur, quand vous faites l'amour, il y a quelque chose d'incestueux. Et c'est vrai que le temps y est pour quelque chose. Oui, c'est vrai même dans les sacrements du mariage, on dit vous allez faire qu'une seule chair. Mais quand une seule chair couche ensemble, ça s'appelle la masturbation, c'est interdit, quoi. Enfin, c'est un péché, selon Vous ne croyez pas, Francis, à cette théorie, que finalement on va beaucoup plus loin quand on est avec Si on rencontre une fille tous les soirs, ça reste, je dis pas superficiel, mais enfin bon, on peut pas tout faire. Mais quand on est avec quelqu'un depuis longtemps, comme vous avec Christiana, non mais sérieusement, est-ce que c'est pas finalement plus propice à des découvertes érotiques, voire pornographiques? Peut-être. Vous n'êtes pas dans la merde là. Non, je suis pas dans la merde. Mais... Non mais... C'est vrai que vous dites que coucher avec quelqu'un qui n'est pas sa femme, c'est pas du tout dégueulasse. J'aime bien le sens du paradoxe et je suis assez... Oui, enfin, moi je crois d'une façon générale à ce qui dure. Hein. C'est Darius qui, dans Hérodote, dit, mais avant de te dire que tu es heureux, eh ben, attends le dernier jour de ta vie pour savoir si vraiment tu auras été heureux, parce que si ça se trouve, les 3 dernières années, ça va être atroce. L'amour, c'est pareil. Je trouve que la preuve de l'amour dans sa profondeur, c'est en effet qu'il ne s'arrête pas. C'est vrai que vous avez affiché des idées politiques communistes bien avant que ça redevienne à la mode, parce que maintenant tout le monde est communiste. Oui, mais alors à l'époque, il y avait quand même... tout le monde, José Bové, Frédéric Becbédé, Viviane Forester, c'est la mode le communisme. À l'époque, il y avait quand même beaucoup plus de monde à la fête de l'humanité. Vous avez, Patrick Besson, vous avez même défendu l'URSS. Ah non, c'est vrai, vous avez défendu l'URSS. Oui, j'ai défendu l'URSS. C'est vrai que depuis qu'il n'y a plus d'URSS, les hommes russes ont perdu en moyenne 20 ans d'espérance de vie. Alors bon... Voilà. Je sais, ça jette un froid, mais... Bah, ça jette un froid, oui. Vous dites aussi, en parlant de la Yougoslavie, vous dites, à l'époque, c'était la paix. Tito, du temps de Tito, il n'y avait pas de guerre. Non, mais ça, la Yougoslavie, paradoxe, hein. la Yougoslavie, on pourra en parler très longtemps, mais effectivement, tous ces peuples qui se sont retrouvés un peu reliés par hasard n'étaient peut-être pas tout à fait mûrs pour vivre ensemble, en tout cas vivre ensemble dans l'espèce de liberté et la frénésie libérale du post-communisme. Donc ce qui est arrivé était presque... Enfin, moi, j'aurais fait les choses autrement, mais c'était malheureusement un peu... La séparation et le divorce étaient inscrits déjà, même dans la Constitution de 74. Là, c'est pas un froid que je vais jeter. Bon, dites-moi, demain, il y a les élections en Yougoslavie. Là, Milosevic va être élu, sans doute. Non. Non? Je pense pas. Vous pensez pas? Tous les sondages donnent Kostunica vainqueur, donc j'imagine que... Enfin, vous êtes bien énervé à l'époque de la guerre du Kosovo en disant tous les Occidentaux disent que c'est pas vous les Serbes qu'on vise, c'est Milosevic. Mais alors pourquoi ils bombardent les Serbes? Ce qui m'a énervé à la guerre du Kosovo, c'est que je pensais que c'était pas la peine de bombarder ni la Yougoslavie ni le Kosovo. Il s'agissait de faire une partition, mettre les Albanais du Kosovo d'un côté et les Serbes de l'autre, puisque tous les deux avaient le droit de vivre au Kosovo. Et c'est exactement la solution à laquelle on est arrivé, à savoir qu'on a bombardé. Maintenant, les Serbes sont à Mitrovica, les Albanais sont ailleurs. Donc en fait, on a fait une partition. J'aurais préféré qu'on la fasse sans tuer des milliers de gens, c'est tout. Dernier mot sur la politique. L'Irak, vous faites partie d'un groupe, un avion pour l'Irak. Non, parce que là, je vais encore jeter un plus grand froid. Allez-y. Il y a 126 enfants irakiens qui meurent tous les jours à cause des sanctions qu'on fait subir à des gens qui n'étaient même pas nés
à l'époque où Saddam Hussein a envahi le Koweït. Donc, de toute façon, les embargos sont toujours improductifs, puisque le dictateur, dans ces cas-là, il garde toute l'économie. Donc, il n'y a aucun moyen à une opposition de travailler avec l'étranger, de se renforcer et puis de renverser le pouvoir. Donc, aussi bien en Yougoslavie qu'en Irak qu'à Cuba, l'embargo a toujours maintenu un dictateur ou tel. Donc, il y a ça, 26 enfants irakiens qui meurent. L'embargo, c'est presque une arme technique pour tuer seulement les innocents, ce qui quand même est... Julio Iglesias, vous êtes ambassadeur à l'UNICEF. Je suis très d'accord avec ça. Voilà, c'est important de... C'est vrai qu'ils payent un peu pour des choses que ces pauvres enfants n'ont pas commises, évidemment. Vous savez, en parlant des enfants, c'est comme des images. On arrive le soir, on est à la maison, on voit des images de petites qui meurent tous les jours. Le lendemain, on a oublié. Ouais. Le problème de toutes ces histoires qu'on raconte ici, c'est qu'en parlant, on peut faire un peu de la conscience. Mais la réalité, c'est qu'il y a 35 000 enfants que tous les jours meurent. Vous aussi, Michel Leb, on n'est pas là pour dire tout ce qu'on fait dans les causes humanitaires les uns les autres, mais enfin, vous faites un concert contre la leucémie, enfin pour aider la recherche contre la leucémie. Exactement. C'est quand ? Ce concert aura lieu le 23 octobre au Casino de Paris. Ouais. Et on fait un concert, enfin c'est un spectacle où ils sont réunis pour la première fois pour une cause humanitaire comme la leucémie, qui a besoin vraiment beaucoup d'argent pour continuer la recherche. On fait une réunion de comédiens, de comiques sur scène, où il y aura Michel Bernier, Michel Boujna, Alex Métayer. Et c'est la première fois que tous les comiques, je ne les cite pas tous, mais tous les comiques qui seront disponibles ce soir-là, le 23 octobre, très bien, à 20h30 au Casino de Paris. On le réannoncera ici. Pour la leucémie. Voilà, on le réannoncera ici. Merci. Et alors, Julio Iglesias va s'occuper maintenant de Tahiti. C'est-à-dire que Julio a décidé de militer pour l'indépendance de la Polynésie. Vous n'y êtes pas étrangère, je dois dire. Non, jamais. Non, ils sont bien avec les Français, là. Ouais. Ben là, puisqu'on est dans les bons sentiments, je vais recevoir un mec vraiment exceptionnel. Voici Ababakar Diop. Voilà Ababakar Diop, qui est un homme exceptionnel et qui a vécu une aventure extraordinaire. On ne bouge pas pendant le jingle. Ça va? Alors vous allez voir. Ababakar, je vais raconter un petit peu votre vie pour que les gens vous situent un petit peu. Vous n'êtes pas très connu, enfin moins que Julio Iglesias en tous les cas. Enfin pour le moment, on ne sait pas. Hein. Alors, vous êtes né au Sénégal, au centre du Sénégal, à Kaolack. Vous avez été élevé à Saint-Louis du Sénégal, dans un quartier qui s'appelle Guet-Ndar, qui est un quartier de pêcheurs, très pauvre. La nuit, le quartier était souvent envahi par la mer. Votre mère avait épousé un fonctionnaire, et c'est vrai que très jeune, vous avez compris que vous ne seriez pas pêcheur, comme tous les gens avec qui vous viviez. Vous auriez un autre destin. Vous avez été élevé par votre mère, qui ne savait ni lire, ni écrire, ni parler français. Et d'ailleurs, vous le racontiez quand Ababakar voulait de l'argent, il allait voir sa mère et il lui disait « Tu sais, maman, à l'école, les points-virgules, ça s'achète. » Donc, il demandait de l'argent à sa mère pour acheter des points-virgules et sa mère lui en donnait. C'est assez touchant. Alors, vous étiez très jeune, passionné par les études, par Jean-Paul Sartre, par Camus. Vous avez milité très jeune, vous êtes un peu un rebelle, hein, vous avez milité pour l'indépendance de la Casamance. Vous avez affronté la police sénégalaise lors des émeutes étudiantes de 1988. Et puis, bon, un jour, à cause de ça, sans doute, vous débarquez en France grâce à un ami qui est à Interpol. Vous arrivez à passer comme ça et vous débarquez en France. Vous faites des petits boulots. Mais ce qui est très étonnant dans le destin d'Ababakar Diop, c'est que très tôt, il a fait des petits boulots. D'abord, il nettoyait des entreprises de nettoyage, enfin des trucs pas très rigolos. Et lui, il étudiait, il continuait toujours à étudier malgré tout. Il ne voulait pas se résigner à sa condition. Il a fait des études d'informatique. Vous avez demandé l'asile politique en France. Et ce qui est un petit peu terrible dans toute cette histoire, c'est que le même jour, vous avez à la fois réussi votre examen et le même jour, vous recevez le refus de votre demande d'asile politique. C'est assez malheureusement quelqu'un qui voulait s'intégrer, qui voulait travailler, a été refusé. On a refusé l'asile politique. Donc vous devenez sans papier. Vous faites venir votre femme en France. Le mariage avait été fait au Sénégal en votre absence. Donc vous couchez avec votre femme pour la première fois quand elle arrive en France. Hein. En 1995, vous êtes déclaré irrégulier après 7 ans de vie en France. Vous avez cotisé à la sécurité sociale, vous avez payé vos impôts, mais vous êtes malgré tout considéré comme un irrégulier.
Et à ce moment-là, bon voilà, vous en avez marre, vous rejoignez les Africains de Montreuil qui occupent l'église Sainte-Ambroise, et puis plus tard l'église Saint-Bernard, hein, bien connue. Vous vous élevez contre le charter des 52 Maliens, le défonçage de la porte d'une église. Il ne faut jamais oublier qu'on a défoncé la porte d'une église. Hein. Et puis voilà, et puis vous écrivez un bouquin qui est là d'ailleurs, qui est sorti en 97, hein, qui s'appelle « Dans la peau d'un sans-papier au seuil ». Voilà. Vous adhérez au Parti communiste, ce qui ne sera pas sans intéresser notre ami Patrick Besson. Vous faites des missions dans l'informatique, voilà, donc vous êtes là, vous êtes finalement régularisé grâce à Jospin, vous faites des missions dans l'informatique, vous publiez votre bouquin, et vous militez pour les sans-papiers. Bon, jusque-là, je dirais, c'est déjà pas mal, mais c'est que le début du destin exceptionnel d'Ababacar Diop. Vous imaginez à ce moment-là un système de visiophonie par Internet pour que les expatriés africains puissent communiquer avec les gens qui sont restés dans les pays d'origine en payant moins cher que le téléphone. Et vous déposez une marque, vis-à-vis, VIS, @vi, vis-à-vis, vous déposez une marque à l'INPI et vous créez un cybercafé en face de l'église Saint-Bernard pour que les gens, alors les immigrés viennent, les expatriés viennent, et puis peuvent communiquer avec leurs familles qui sont restées au pays. Et là, c'est extraordinaire. En mai 2000, donc il n'y a pas si longtemps, coup de fil de Vivendi. Vivendi, c'est un groupe de communication français extrêmement important qui vient de racheter Universal, donc c'est énorme. Hein. C'est Canal+, c'est la Générale des Eaux, c'est beaucoup de choses. Et ces gens-là s'apprêtent à dépenser des milliards dans un système de WAP, c'est-à-dire l'Internet par le téléphone mobile, hein, par le portable. Hein. Ils s'apprêtent à dépenser des milliards pour lancer leur système de WAP, et ils l'ont appelé vis-à-vis. Mais au lieu de l'appeler vis-à-vis VIS, @VIS, ils l'ont appelé vis-à-vis VI de Z à VI. Et ils sont, excusez-moi, un peu cons, ils ont tout prévu, la campagne de publicité, la conférence de presse, le lancement, sans avoir vérifié, il suffit de taper INPI 3615, hein, sans avoir vérifié sur Minitel, on ne parle même pas d'ordinateur, que vis-à-vis était déposé par Ababacar Diop. C'est pas très sérieux. Alors ils viennent vous voir, et la veille de la conférence de presse, c'est-à-dire la veille du jour où Jean-Marie Messier doit annoncer la création de vis-à-vis, ils viennent voir Ababacar Diop et ils lui disent « Vendez-nous la marque », parce qu'on va vraiment passer pour des cons. En plus, ils sont associés avec Vodafone, qui est une boîte internationale. Donc ils ont peur vraiment de passer pour des cons. Ils viennent le voir et ils lui disent « Vendez-nous la marque, soyez gentils, vendez-nous la marque ». Et Ababacar, il lui propose 1 million de francs. Et Ababacar, 1 million de francs, il dit non, c'est pas assez. C'est pas pour lui, hein, le pognon, c'est ce qu'il appelle l'impôt révolutionnaire. Il dit le pognon, de toute façon, moi je veux plus pour le donner aux expatriés, pour le donner aux sans-papiers. Alors il y a une grosse négo, et je ne sais pas qui a négocié pour vous, mais c'est... Qui a négocié pour vous? Nous avions un avocat et puis on s'y est mis nous-mêmes aussi parce qu'on avait toujours des offres et on refusait en fait. Voilà. Et à la fin de l'histoire, donc, Ababacar Diop et ses amis vendent non pas la marque vis-à-vis à Vivendi, ils vendent la coexistence, c'est-à-dire qu'eux, ils gardent leur marque et vis-à-vis garde la sienne pour 24 millions de francs, c'est-à-dire pour 2,4 milliards de centimes. Voilà. Donc on pourrait croire, avec une clause de confidentialité, d'ailleurs, vous n'aviez pas le droit de le dire. Mais là où vous pouvez applaudir Ababacar Diop, c'est que bon, il y a plein de gens hein, qui auraient pris les 24 millions, puis qui seraient partis en se disant bon, bah, je vais en profiter. Ben, pas du tout. C'est là où vous êtes exceptionnel et c'est pour ça que je suis très heureux de vous recevoir ce soir, parce que vous êtes un mec bien. Cet argent, vous avez décidé de le mettre au service des sans-papiers, c'est-à-dire de ne pas le garder pour vous. Vous avez acheté 25 appartements. Ces appartements sont loués à des sans-papiers qui sont réguliers, mais on ne leur loue pas parce qu'ils sont noirs ou ils sont de pays étrangers, donc les gens n'aiment pas leur louer. Donc lui, les 25 appartements, il les loue. 10% du produit locatif est donné au DAL, au droit au logement. Ababacar a créé un restaurant un peu comme les Restos du Cœur où on peut bouffer pour 10 ou 20 francs, toujours avec cet argent de Vivendi. Vous voyez, messieurs, quand vous voulez. Quand vous n'avez pas le choix. Comme quoi, Messier donne de l'argent quand il ne peut pas faire autrement. Et alors, vous avez créé un cybercafé, enfin votre cybercafé qui s'appelle le cybercafé des droits de l'homme, finalement, où les gens peuvent venir effectivement communiquer avec leur voilà. Alors, je ne sais pas quoi vous dire, quoi. C'est magnifique.
C'est tout à fait naturel. Quand on a vécu dans un certain nombre de situations avec des sans-papiers, avec des personnes, je veux dire, même des personnes qui sont avec des papiers, des Français qui ont aidé, je souhaitais simplement que cet argent soit réinvesti autrement. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement les personnes payent 2 000 francs ou 3 000 francs, mais ce que je veux, c'est que dans 20 ans, ils soient propriétaires de l'appartement. Ouais. Parce que ça ne m'intéresse pas d'être propriétaire ad vitam aeternam. Ouais, vous ne voulez pas être landlord, quoi, ouais. Non. J'ai une autre idée qui va peut-être intéresser Messier ou quelqu'un d'autre. Ouais. Maintenant, Jean-Marie Messier, vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il ait la même marque que vous pour le subventionner en même temps. Oui. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait demandé effectivement à être subventionné par Vivendi. Quand on a commencé, ils n'ont pas regardé le dossier, quoi. Enfin. Ouais. Oui. Finalement, ils ont accepté de lâcher de l'argent. Mais ce qu'il faut dire, c'est que je ne suis pas tout seul. C'est que je suis avec deux associés que j'avais mis dans la confidence à un moment donné. Et je partagé avec eux ce qu'il fallait partager, quoi. Non, moi, je voudrais savoir si ça a changé quelque chose. Comment ils se sont organisés avec cet argent? Ils ont fondé une société. Comment ça s'est passé, en fait? Quel a été l'impact de ce changement de situation sur tout le groupe? Disons que nous sommes propriétaires chacun individuellement de 33,33% de la marque. Parce qu'en fait, vous étiez trois. Et puis l'idée, c'est que chacun prenne son argent et en fasse ce qu'il veut. Bon, j'ai respecté un peu leur souhait de ne pas communiquer là-dessus. Mais mon idée, c'est que je ne pouvais pas, sans papier, il y a cela 2 ans, me retrouver avec plus de 8 millions de francs, parce que ce n'est pas 24 millions, c'est plus que ça. Oui. Mais je ne veux pas vous dire la somme exacte. Ah, bravo! Voilà, et puis donc l'idée, c'est que chacun va faire de l'argent ce qu'il veut, mais on continue à travailler ensemble. J'espère qu'on va créer d'autres cybercafés au Sénégal et dans d'autres pays. C'est seulement avec votre argent à vous que vous avez créé ça. Voilà. Les autres ont disposé librement de leur argent à leur... Voilà, c'est-à-dire qu'au Sénégal, il y a par exemple une maison des étrangers. Bravo. Julio, vous connaissez bien Internet. Vous avez beaucoup investi dans Internet, vous connaissez Internet. Oui. Vous trouvez pas ça formidable comme histoire? Non, c'est une histoire de rêve, toujours fait une réussite avec la communication d'aujourd'hui. Mais surtout, ce que c'est très important, c'est qu'il n'a pas oublié les autres. Ouais, c'est rare ça. Hein? C'est difficile ça. Bravo, on rallume Ababacar Diop. Merci, bravo. On est très heureux de vous recevoir. Merci. Vous avez été très courageux. Alors maintenant, on va passer au blind test. Vous êtes prêts? Alors j'appelle Michael, parce que vous savez que si nos invités ne peuvent pas répondre, c'est le public qui répond. Il y a quelqu'un qui a gagné pendant 2 semaines de suite. La première semaine, il avait les cheveux longs. La deuxième semaine, il avait les cheveux courts. Cette semaine, il a les cheveux blonds. C'est Michael! Voilà, Michael, donc, qui est en train de devenir, voilà, c'est une star énorme, on va voir. Bien, alors c'est spécial JO, donc c'est des chansons qui comportent toutes dans leur titre un nom de pays. Il faut me dire l'interprète. Didier, s'il te plaît. Ouais, Besson. Bruce Springsteen, Born in the USA, Patrick Besson. T'étais juste derrière Besson à une demi-seconde, ben oui, c'est ça. Donc c'est les USA, premier pays, attention Julio Iglesias. Deuxième chanson. D'accord, c'est en Italie, alors mais c'est... Ouais. Autour de Lucie. C'est pas vacances. Enzo. C'est pas vacances. C'est quoi? C'est l'Italie, mais c'est pas vacances. C'est voyage en Italie. Bravo Michael. Désolé. Patrick Besson, désolé, c'est voyage en Italie. C'est Lily Cube. Bravo Michael. Il révise Michael. Chanson numéro 3. David Bowie. China Girl. Bravo Besson. China Girl, David Bowie. Là, je suis pas bien. Pas mal Besson, hein. Chanson numéro 4. France Gall. Qui a dit France Gall? Moi. C'est quoi le titre? Hong Kong Star. Révélation, Didier. Mec, alors, c'est pas comme Cad et Olivier, parce que Cad et Olivier, votre copine Linda Hardy, leur filait les réponses. Mais là, personne t'a filé les réponses. Non, promis. Bon. Donc c'est étonnant. Chanson numéro... Michel Polnareff, Lettre à France. Michel Polnareff, Lettre à France. Ah oui, je crois que là, moi j'ai trouvé mon maître, personnellement. 6e chanson.
quoi ça marche. Merci. C'est au Brésil, c'est pas quoi ça. Il n'y a pas de mélodie là. C'est du Sundu, mais c'est pas ça. Non. Au Sénégal. Ouais, bravo. Désolé, Patrick Besson. Je m'éclate au Sénégal. C'était une chanson pour notre ami Ababacar Diop. C'est Martin Circus, je m'éclate au Sénégal. Mais juste pour le fun, parce qu'on va pas jouer dessus, la version de Marou, Didier. Ça, c'est une reprise, ça. C'est Marou, ça. Merci Didier. Égalité, me dit Catherine. Besson, Michael, attention mes enfants, c'est très très chaud. 7e chanson. Don't Cry For Me, Argentina, Madonna. Oh là là. Michael. Don't Cry For Me, Argentina, Madonna. Donc là, à mon avis, c'est Michael qui prend l'avantage sur Besson. 8e chanson. Alain Chamfort. Alain Chamfort, Malaise en Malaisie. Là, vraiment, je crois qu'on va se voir souvent, mon garçon. Tu es vraiment une star. Alors maintenant, le Super Banco. De toute façon, c'est Michael qui a gagné, mais tant pis, quand même, Didier, le Super Banco. Marilyn Manson. Voilà, c'est évidemment les Sex Pistols, Anarchy in the UK. Bravo, tu t'appelles comment? Bah, bravo François, écoute, tu marques un point, c'est déjà pas mal. Merci. Tu te teins les cheveux en blanc et t'as une chance. Merci, on rallume, Michael, viens ici, bravo, on va faire la photo. C'est énorme, voilà. Didier, voilà, très bien, la photo, Serge. Voilà, bravo, je te fais une bise. Voilà. Le mec est super étonnant quand même, hein. Voilà, ben merci beaucoup. C'était Tout le monde en parle. Je rappelle Pierre Palmade, Gérard Darmon, qui sont venus la semaine dernière. Tu préfères à vie au Cherche Midi. Michel Leb, au Casino de Paris, du 10 octobre au 12 novembre. Et après la tournée. Julio Iglesias, Noche de Cuatro Lunas, avec le titre en promotion. C'est celui-là, voilà. Voilà, ça s'appelle Gozar la Vida. Et le clip est très chaud. On continue, Patrick Besson, accessible à certaines mélancolies. Il dit qu'il n'y a pas de faute d'orthographe. C'est chez Albin Michel. Francis Huster, J'adore la vie au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Et puis La Peste de Camus, toujours au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Ababacar Diop, votre bouquin qui est sorti en 97, qui s'appelle Dans la peau d'un sans-papier au seuil. Et Maréva Galanter, bientôt sur TF1, ou peut-être sur une autre chaîne. Bon, mais je vous laisse, hein. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.